Bienvenue sur le podcast PMPT. Ou pour le meilleur et pour la transpi. Je suis Mathieu Frenchfuel. Et moi Anne de Anne et Dundidou. On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus. Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti! Bonjour à tous. Salut! On est content de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 4 de... C'est déjà la saison 4? Eh oui, déjà. Hein. T'es sûr? Mais oui, déjà. Ça passe vite. Ok. Nouvelle saison. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Il y aura des petits changements. On a essayé d'être plus raisonnable avec le rythme et de ne pas vous faire des surpromesses. Donc écoutez, voilà. Petite parenthèse, on est en Italie. Mathieu devait faire son Ironman. On est le jour de l'Ironman qui est annulé. Non, il n'est pas annulé. Il est annulé pour l'instant et potentiellement reporté au lendemain, au dimanche. Et donc, ce que vous entendez un peu en fond, c'est les rafales de vent à 80 km/h et la pluie. Là. C'est la tempête dehors. Bon, nous, voilà, on a l'habitude puisqu'on en a eu plein à Montpellier. Et il faut savoir que c'est le jeu en septembre, c'est souvent comme ça. Et demain, c'est grand soleil pour ma course. Et j'espère la mienne aussi. Oui, si la tienne est bien reportée. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va revenir sur notre fabuleux road trip aux États-Unis. Oui. Un road trip axé sur le sport, puisqu'on en a quand même bien profité. Et donc, on va vous donner un petit peu toutes nos astuces, les choix qu'on a fait pour ce road trip qu'on a principalement passé dans l'Utah, en van, et avec nos vélos, nos baskets, on va dire notre petite routine sportive. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen pour vraiment profiter de cet état, c'est clairement de le faire en sport, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire, et on ne peut pas juste faire ça en voiture, donc voilà. Mais avant, on va peut-être te donner des petites nouvelles pour débuter cette rentrée. Mathieu, comment se passe ta rentrée ? Ma rentrée des classes se passe très bien. On a passé un bel été, je trouve. Pas mal de choses entre les courses, les trails, surtout pour toi. On a bien profité un petit peu de l'Italie côté montagne et les Dolomites. Et après, pour ma part, plutôt au mois de juillet et d'août, assez intense en termes d'entraînement, puisque j'ai préparé l'Ironman d'Italie. Donc voilà, juillet-août, des gros mois en termes de volume. Pour rien. Et d'intensité, et j'espère pas pour rien. Voilà, et pour toi alors ? Écoute, ça fait du bien d'avoir enfin un été normal depuis 2019 où on a pu aller partout où on voulait, faire les événements qu'on souhaitait sans annulation. Pardon. J'ai dit ça avec beaucoup d'ironie sur ce week-end-là. Et oui, on a vraiment profité... Malgré, on en a parlé, mais la canicule, c'était très, très, très difficile à Montpellier et ça nous a forcé à se lever très tôt, beaucoup de fois. Et je trouve on en a profité, on n'en a pas autant profité qu'on aurait pu puisqu'on a passé beaucoup de temps finalement enfermé à cause de la chaleur. Et des moustiques. Et des moustiques. Donc voilà. Mais oui, ça faisait du bien de retrouver un peu de normalité et faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et vraiment d'aller randonner, faire du vélo un peu à droite à gauche. Et ça, c'était vraiment super cool. On aime ce genre d'été quand on reste dans notre région, mais qu'on profite vraiment de notre région. Et oui, ça fait 1 mois et demi que j'ai une gastrite. J'ai mal au ventre régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en train d'être soigné. Et oui, c'est depuis début août. Ouais, tout début août que j'ai ça et on est mi-septembre. Voilà. Ça va se régler. On espère, ouais. C'est un peu fatigant, c'est tout. Mais sinon, tout va bien. Pipa va très bien, écoutez. Toujours. Elle pète la forme et c'est l'essentiel, voilà. En termes de projet pour la rentrée, écoutez, travailler. Et surtout, Mathieu et moi, on prépare 2 jolies courses. On va faire notre première course gravel pour le Roc d'Azur. Je sais pas si le podcast sera sorti d'ici là. Quand même. Donc on sera au Roc d'Azur. On pourra peut-être revenir là-dessus d'ailleurs dans un prochain podcast. Oui. Et spoiler, on a réussi à être tirés au sort tous les deux la même année pour la Mascareigne. Donc c'est le 70 km de la Diagonale des Fous. Du Grand Raid. Du Grand Raid, voilà, c'est pareil. La petite course, voilà, 72 km, 3800 D+,
Et 4800 des moins. Oui, très Voilà. important. Mathieu me croyait pas quand je lui en parlais. Ça va piquer. Donc il va falloir faire une petite prépa. Moi ça va aller, mais c'est plutôt Mathieu qui va devoir. C'est ça, 1 mois pour faire du dénivelé, Voilà, c'est bien. positif et négatif. Mais tu vas me remercier d'avoir fait aussi beaucoup de dénivelé cet été. Oui, c'est vrai. On a fait quand même pas mal, surtout à vélo, on en a fait un paquet. Hein. Ouais, mais il va falloir réenclencher la seconde sur cette prépa. Mais j'ai super hâte, on va retourner à La Réunion. Et c'est un voyage de plus long courrier, comme vous savez, on essaie de limiter énormément nos voyages en avion. Donc normalement on est à 2 par an et là ça sera le 3e pas vraiment prévu, puisque déjà on ne pensait même pas passer le tirage au sort. Et surtout on ne pensait même pas passer le double tirage au sort, puisque quand tu es à 2... Mais écoutez, on se rattrapera autrement. Écoutez, Mathieu, je te laisse nous faire notre petite intro sur la van life, entre guillemets. Van life, oui. Donc, on est parti en mai, à peu près une vingtaine de jours aux États-Unis, principalement dans l'Utah, et c'était notre première expérience en van. Voilà, on n'en avait jamais fait, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, première vraie expérience van life, avec tout ce que ça comporte, le camping sauvage ou pas sauvage, et tous les choix qu'il y a eu à faire avant pour l'organisation et bien sûr pendant comment on s'adapte à ça et notamment avec comme si comme nous vous faites du vélo et nous c'était vraiment une condition en fait, on pouvait pas s'imaginer partir découvrir les grands parcs nationaux, les grands espaces de l'Utah sans faire du vélo. Et donc d'abord, voilà, pourquoi avons-nous choisi de voyager en van et pas on va dire une succession d'hôtels ou d'Airbnb comme Ouais. nous on a eu l'habitude de faire sur des road trips habituellement. Déjà, je vous fais une petite parenthèse, il y a un article complet qui est plus tourné sur l'aspect, on va dire, coût, location, modèle du van sur mon blog que j'ai publié fin mai, littéralement quand on est rentré. Donc je vais vous faire un petit update sur le choix du van, le prix rapidement, mais sinon vraiment allez sur le blog à ce sujet-là, puisque aujourd'hui on se concentre plus sur l'aspect sport, pratique et équipement autour du van. D'une part, pourquoi le van et quel modèle? Alors il faut savoir que l'inflation ça fera pas que l'Europe, ça fera aussi les États-Unis, et en termes de budget, en fait, le choix a été vite fait entre louer un van versus prendre des hôtels, d'une part, et d'autre part, c'était aussi une question de flexibilité et aussi d'empreinte environnementale, puisqu'à chaque fois que vous prenez une chambre d'hôtel, il y a des draps, il y a des serviettes, multipliées par le nombre de nuits, puisque l'hôtel refait la chambre à chaque fois. Et donc on s'est dit que le van, ça nous permettait d'avoir, en fait, de régler ces solutions, d'une part. Et d'autre part, c'est vraiment en fait une économie assez considérable, puisqu'on avait vraiment calculé l'essence, le temps, l'argent. Puisqu'en fait, il faut savoir que quand vous faites des parcs nationaux, vous avez très peu d'hôtels à l'intérieur de ces parcs. Contrairement au camping où c'est plus facile de trouver des places, soit très proches, soit des campings sauvages, vraiment juste à l'entrée des parcs, ce qui n'est pas le cas pour les hôtels. Donc vous vous retrouvez souvent à faire beaucoup de kilomètres supplémentaires pour rentrer dans le parc, ressortir pour aller trouver un hôtel, ce qui n'est pas le cas en van. Ça permet aussi de gagner du temps, pas de check-in, pas de check-out, pas de parking payant, pas de taxes, pas de tips, puisqu'aux États-Unis vous devez aussi donner des tips. C'est bête, hein, c'est pas de la radinerie, hein, on est d'accord, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire du choix en termes de budget que vous avez. Voilà, donc nous, à l'époque, sachant que le cours du dollar a encore changé, puisqu'avant, l'euro était encore un tout petit peu plus intéressant. Là, c'est l'inverse, hein, pour $1, vous avez 94 centimes, je crois, alors que quand nous, on y était, c'était encore $1 pour 1,10 € à peu près, donc ça allait, on était encore un peu avantagé, là, c'est plus le cas. Donc là, nous, on était un tout petit peu à 3 800 € sur quasiment 3 semaines. Ça n'inclut pas l'essence, mais même si l'essence a augmenté aux États-Unis, c'est encore vraiment c'est très bon marché. Et au final, vu que on a fait un road trip quasiment que dans un seul état, on a fait très peu d'heures de van, puisqu'à chaque fois, on faisait au maximum 2 heures, 3 heures maximum, et c'était pas tous les jours, puisqu'on restait souvent 2-3 jours au même endroit pour vraiment profiter des lieux.
Ensuite, sur le choix rapidement du modèle, alors moi je vais vous expliquer, ça va permettre aussi de répondre à la question plus sécurité. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Alors, on voit souvent les super jolies vannes avec plein de fenêtres, tout ça pour voir le paysage, se réveiller avec la vue, tout ça, tout ça. Nous, on voulait surtout pas ça. On voulait en fait le moins de fenêtres possible pour être le plus en sécurité possible à l'intérieur, pour pas que les personnes puissent voir ce qu'on transporte, c'est-à-dire notre vie. Et qu'est-ce qu'on veut dire par notre vie? C'est-à-dire nos vélos, nos ordinateurs, nos appareils photo. Alors, cela dit, l'Utah, c'est vraiment... nous, on s'est senti très, très en sécurité. On va vous l'expliquer. C'est pas du tout, par exemple, comme la Californie, où vous avez des endroits vraiment craignos, où c'est un peu difficile, surtout si vous voyez toute seule. Franchement, l'Utah, c'était, en termes de sécurité, c'était comme la Suisse. Pas tous les quartiers, hein, bien sûr. Mais là où on était, dans les parcs nationaux ou proches des parcs, c'était nickel. Mais je regrette pas notre choix. Donc notre van, il avait qu'une fenêtre. Enfin, il avait bien sûr les fenêtres à l'avant, hein, de passagers et tout ça. Mais il avait qu'une fenêtre, c'était sur la porte coulissante. Et sinon, il n'y avait aucune autre fenêtre. Et tant mieux. Parce que nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. C'était la sécurité et surtout pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du tout. Ensuite, il faut savoir que chaque loueur vous permet de avoir un porte-vélo, des tentes de toit. Enfin, vous avez vraiment le choix. Mais nous, on a choisi de ne pas prendre le porte-vélo et transporter nos vélos à l'intérieur. Donc, d'avoir en fait un van avec un aménagement super minimaliste et hyper pratique pour avoir les vélos à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pareil pour des questions de sécurité. Parce que, comme on vous l'explique, on pose les vélos et souvent on part randonner. Et donc, c'était hors de question de laisser les vélos en fait, sur le porte-vélo à l'extérieur, à la vue de tous. Oui, ça, c'est pas possible. Et le fait d'avoir les vélos, ça a aussi dicté le choix de la taille du van. Puisqu'il y a des vannes forcément de différentes tailles. Et il y a des plus petits. Donc c'était d'ailleurs ce qu'on avait regardé. Et c'est ceux qu'on voit beaucoup là-bas. Je crois la compagnie qui s'appelle Camp... Non, c'est pas Camper Van, mais c'est des petits vans colorés. En fait, oui, ils sont hyper colorés, ils sont très voyants et nous, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Et surtout, ils sont plus petits et on aurait eu plus de difficultés en termes de côté pratique dans le van à cause justement des vélos. Alors, sans vélo, clairement, oui. Mais avec les vélos, il nous fallait quelque chose d'un peu plus grand. Et donc c'est un van de taille quand même intermédiaire, on va dire. Il est en fait, après ça reste petit, hein, par rapport aux véhicules que vous allez croiser aux États-Unis. Et voilà, vous êtes aux États-Unis, donc en termes de hauteur, il faut pas avoir d'inquiétude. Vous allez passer partout, c'est pas comme en Europe. Et il se conduit vraiment facilement, hein. C'est une automatique c'était plutôt puissant, hein, sauf sur certaines montées. Mais pas de souci à se faire là-dessus. Et effectivement, nous, on est parti sur quelque chose de milieu de gamme. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous transportez. Nous, on pouvait donc avoir dans ce van-là 4 personnes. Donc il y avait une tente de toit qui pouvait accueillir 2 personnes et il y avait aussi une banquette pour mettre 2 personnes. Mais nous, on utilisait cette banquette pour mettre nos vélos en fait. Et c'est une banquette, voilà, c'était assez pratique pour mettre les vélos. Et il était vraiment robuste et tout était fourni avec, hein. Donc on parle de vaisselle, bassine, Tout le nécessaire. la cuisine, glacière, en fait tout est vraiment pour fourni. dormir. Cela dit, nous on avait amené de l'équipement avec nous en plus et pareil j'avais fait une petite liste une liste d'équipements vraiment utiles et je crois qu'on a tout utilisé de cette liste là que je vous mettrai bien sûr en lien dans la description du podcast si vous partez en van et voilà comme ça vous l'avez. Les États-Unis c'est quand même un pays où ils ont l'habitude vraiment des voyages en van depuis plusieurs décennies, hein, vraiment le van Volkswagen, c'est surtout en Californie que ça s'est développé plus qu'en Europe. Il y a vraiment plein de compagnies, il suffit juste de comparer et sachez que certaines compagnies sont très locales parce que nous la compagnie qu'on a prise, donc Native Camper Van, elle était que sur 3 aéroports et c'est souvent des aéroports en fait où vous allez faire les road trips. Donc il y avait Las Vegas, Denver et Salt Lake City, voilà, dans l'Utah. Et vraiment c'est les 3 aéroports où souvent vous rentrez pour ensuite faire votre road trip. Ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée, qui était liée aussi à ça, c'était embarquer nos vélos, nos propres vélos ou louer sur place. Alors on est vite arrivé à la conclusion qu'on allait prendre nos vélos, tout simplement pour 2 raisons. Donc le côté pratique, parce que clairement, voilà, on fait un road trip, donc on bouge de point en point. C'est quasiment pas
imaginable de louer des vélos sur plusieurs spots, ou alors il aurait fallu louer les vélos pendant toute la durée du séjour et revenir à ce même spot. Donc ça aurait été possible, mais nous, comme on vient de le dire, on repartait d'un endroit différent, donc de Denver. Et c'est surtout un coût financier qui est non négligeable, puisque nous, on a pu voyager avec nos vélos pour, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 150 € par vélo. Donc le surcoût en avion, donc pour 2 fois 2 vols à chaque fois. Donc c'est un surcoût, mais voilà, si lissé sur, on va dire, le coût total du voyage, c'est quand même le moins cher. Et en plus de ça, vous êtes avec vos propres vélos que vous connaissez, donc c'est quand même bien plus confortable. Après, voilà, le seul risque, effectivement, c'est une perte de bagages. Donc, nous, ça nous est arrivé sur mon vélo sur le retour. Oui, c'est vrai. Et voilà, à l'aller, ça a été nickel. Après, vraiment, le coût d'une location d'un vélo sur 2 semaines, 3 semaines ne se vaut pas. Il vaut mieux emmener son propre vélo dans ces cas-là. Tout à fait. Et après, le choix d'avoir pris les vélos de gravel, ça on peut peut-être en parler. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, on fait quand même beaucoup plus de vélos de route. On s'est mis au gravel il n'y a pas si longtemps que ça. Après le confinement. Voilà, après le confinement. Et on n'en a pas fait tant que ça par rapport au nombre de kilomètres qu'on fait. Mais là, c'est vrai qu'on s'est quand même vite rendu compte que le programme qu'on allait faire aux États-Unis était quand même bien adapté au gravel. Il faut savoir que les États-Unis, notamment voilà, l'Utah, c'est de très très grands espaces. Il y a finalement assez peu de routes bitumées. En fait, d'ailleurs, ça nous a marqué par rapport à l'Europe, par rapport à la France, où en fait, il y a des routes. Il peut y avoir des routes de 30-40 km quasiment sans intersection avec une autre route bitumée. Par contre, il y a énormément de chemins stabilisés. Nous, on avait aussi l'ambition de faire pas mal de parcours dans les parcs nationaux ou autour des parcs nationaux, donc c'était vraiment le plus adapté. Et on regrette absolument pas notre choix. Oui, et en fait, on a appris un peu l'été dernier, on était parti en Finlande. Et la Finlande, c'est un pays très au nord. Et c'est pareil pour le coup, pour d'autres raisons. Là-bas, il y a plus de routes en gravel que de routes bitumées. Tout simplement parce que la moitié de l'année, ces routes sont sur la neige. Et ils vont pas bitumer certaines routes. Et en fait, on a appris, là-bas, on n'avait qu'un vélo de route. Et en fait... là-bas, pour vraiment faire des vrais tours, vraiment rentrer dans la nature, il vaut mieux avoir en fait un gravel que un vélo de route. C'est vraiment pas comme en France où vous avez plein de petits itinéraires pour aller dans plein de petits villages. Là, pour accéder à certains villages, ça sera tout simplement du gravel. Voilà. Et c'est pareil puisqu'on a fait une petite... on est allé, vu qu'on est reparti par Denver, on est allé dans le Colorado. Et c'est pareil dans le Colorado pour exactement les mêmes raisons, puisque on va faire juste une petite parenthèse géographique. Alors l'Utah, le Colorado et une partie de l'Arizona, il faut savoir que de base, vous êtes en moyenne entre 1000 et 1500 mètres d'altitude au plus bas. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on n'est pas descendu en dessous de 1000 mètres. Ou 800 mètres, quoi. Voilà, vous atterrissez à Salt Lake City, vous êtes déjà à 1200 ou 1300 mètres d'altitude. En gros, c'est vraiment un plateau. Oui, en fait, vous n'avez pas cette sensation-là d'être en altitude, parce que visuellement, c'est pas le cas. Voilà, on voit pas les grandes montagnes, on va dire, mais on est sur un plateau hyper élevé. Denver, c'est 1600. C'est 1600, et surnommé la Mile High City. Donc, un mile, c'est 1600 mètres. Donc voilà, ça vous place un peu le Donc c'est pour ça que les conditions en hiver là-bas, et même au mois de mai, puisqu'on a eu de la neige dans le Colorado, voilà, c'est juste pour vous placer un peu la météo, puisqu'on se dit, ouais, l'Utah, c'est un désert, tout ça. En fait, oui, mais à plus de 1500 en fonction de là où vous êtes. Donc oui, certes, il fait chaud, mais par contre, la nuit, les températures elles descendent vraiment. Et surtout, vous avez des endroits qui, même au mois de mai, sont fermés à cause de la neige, parce que vous êtes à plus de 3000 mètres d'altitude en voiture. Et il faut savoir que nous, on est monté à plus de 3000, non 4000. Non, on était à monté combien à plus de 3000 sur un col bitumé là. Non, là où il y avait la tempête de neige, Mathieu, on était à beaucoup plus de 3000. Et là où il y avait la tempête de neige, on était à plus de 3000 sur une autoroute.
Donc la fameuse autoroute plus interstate, je ne sais plus combien, qui est une des plus des dangereuses des États-Unis, puisqu'elle elle monte très 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 haut. Oui. Et nous, on a pris une tempête de neige. Ouais. On a eu un petit peu peur. C'était la veille du départ À Denver, ouais. à Denver, mais voilà, bref. C'était l'aventure. Voilà, pour dire et tout ça pour dire que voilà, le mois de mai, nous on est allé mi-mai, c'est Nickel en termes de météo. voilà, c'est nickel, mais faut pas y aller avant. Il faut pas y aller trop après parce qu'il fait trop. Enfin, je pense que vous vous rendez même pas compte, mais il fait jusqu'à 50 degrés En plein été, ouais. en plein été. Nous, il faisait 30, on va dire. Voilà, il faisait Ouais. très chaud, mais c'était supportable d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que vu qu'on vous explique qu'on est dans le désert, en fait, en termes d'humidité, c'est niette. Il y a zéro. C'était très sec. C'était très très sec. Donc quand on arrive là-bas, ça fait le nez sec, c'est très difficile. Et aussi, c'est difficile de s'adapter pour faire du sport puisque vous transpirez très peu. Enfin, c'est très... On va vous expliquer, mais c'est vraiment particulier, mais c'est génial en termes d'hygiène puisque vous puez, On dégouline pas. mais vous dégoulinez pas. Voilà. Le van, le voyager en van, c'est surtout la liberté de pouvoir choisir et d'adapter ses plans. Moi, c'est ça que j'ai adoré, vraiment. En fonction que ce soit de la météo, des spots de camping qu'on a pu trouver ou tout simplement de nos envies. Ça, pour moi, c'était vraiment hyper, hyper agréable de pouvoir se dire qu'on avait plusieurs options et que si finalement, et ça nous est arrivé, si finalement tel ou tel spot qu'on voulait visiter, la météo s'annonçait pas top, on changeait les plans, on pouvait faire demi-tour et puis c'est pas grave, on y retourne après. Ça, c'était vraiment, pour moi, c'est un grand confort qu'on n'a jamais pu expérimenter avant sur des road trips classiques où on s'est mappé, hein, on a les réservations des hôtels ou des Airbnb et puis si tu te tapes une tempête, un truc, c'est un peu foutu, quoi. D'ailleurs, effectivement, on va parler peut-être de ça, on parlait de météo. En fait, quand on fait un road trip, on réserve tout en avance. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est important de réserver en avance, puisque surtout les parcs nationaux, c'est pas que c'est pris d'assaut, mais vous avez beaucoup de monde, surtout en week-end. Et surtout, plus vous rapprochez du mois de mai, juin, vous avez tous les étudiants qui commencent à être en vacances. Et en fait, à partir de juin, juillet, août, c'est aussi des semaines où il y a beaucoup en fait, de déplacements. Et ensuite, vous avez les vacances scolaires qui sont des fois un peu différentes en termes de date en fonction de chaque état. Voilà, en fait, on va dire que c'est vraiment une grosse saison. Je vous conseille vraiment le mois de mai pour y aller puisqu'en termes de météo, c'est plutôt bien et il y a encore très peu de monde en semaine sur les spots où on allait. Et ce qui est bien avec cette flexibilité-là, c'est que vous pouvez, il y a certains parcs nationaux où vous devez réserver votre entrée et souvent vous devez la réserver que 24 heures à l'avance. Il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas en tous les cas réserver 3 mois à l'avance votre entrée. C'est impossible en fait. Il faut des fois réserver la veille pour le lendemain et choisir l'horaire. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez beau en fait réserver votre hôtel, planifier. Si vous n'avez pas l'entrée, c'est mort en fait. Petite surprise du chef, certains de ces parcs, c'est une réservation en mode loterie. Ah oui. Et donc ça nous est arrivé sur le premier c'est à Zion. À Zion et aussi à Arches National Park. Oui, c'est ça. C'est comme une vente privée. De passer comme une espèce de vente privée la veille pour le lendemain, je crois. Tu dois postuler et payer un petit fee. D'ailleurs, spoiler, si c'est vous cher. n'avez pas la place, vous avez quand même perdu le fee, vos $8 ou je ne sais plus. Donc voilà, ça c'était un petit peu aussi l'élément, on va dire, qui nous a rajouté un petit peu de stress. Pas de stress, mais en tout cas pour toi, oui. De se dire, voilà, on est là. Alors c'est d'ailleurs pour ça que le van c'est bien, c'est que on peut être là pendant 2 ou prévoir 2 ou 3 jours pour pouvoir justement s'adapter à ça si par malheur on n'a pas la loterie. Loterie. Nous, on l'a eu à chaque fois. Oui, après c'est parce que nous on a essayé aussi de faire les parcs nationaux très populaires en semaine et éviter et être le week-end sur des parcs nationaux beaucoup moins populaires, tout simplement pour être plus tranquille puisque vraiment on parle de... Je veux pas comparer ça à Disney, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Par exemple, Arches, donc c'est un parc national près de Moab, où en fait vous avez, c'est très concentré, donc forcément il y a beaucoup de monde et surtout il y a beaucoup de choses à voir juste en posant sa voiture et en marchant à peine 500 mètres, vous avez des très belles choses à voir. Donc il y a très peu de très longues randonnées.
pour aller voir des beautés Oui, c'est le plus naturelles, simple quoi. d'accès. Et en plus, il est juste à côté d'une relative grande ville Oui, qui est oui, Moab. oui. Donc c'est ça qui fait qu'il est très très populaire. Et donc nous on s'est dit, bon bah si on le fait, il faut le faire en semaine absolument. Et tôt le matin ou en après-midi, parce que ça c'est aussi cool. Alors les Américains, il faut savoir qu'ils se lèvent super tôt. Vous aurez beau arriver à 7h, vous ne serez jamais tout seul ou très rarement tout seul. Vous aurez déjà un peu de monde, quoi qu'il arrive, d'une part. Par contre, les Américains finissent tôt. Voilà, donc il faut savoir qu'à partir de 16h, il n'y a plus personne sur les chemins. Et donc, il n'y a quasiment plus personne. Mais par contre, c'est vrai que nous, on s'est fait des Oui, randos hyper populaire où il y avait personne. Voilà. Ou nous, deux, on trois partait personnes, quoi. sortir à 18h ou 19h et il y avait personne, quoi. C'était Donc voilà, continuez à vivre à la française. Il n'y a pas de souci, décalez-vous, continuez à être décalé pour certains trucs. Y a ça, pour le coup, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, pour certaines randonnées, il faut y aller très tôt le matin et y être à 7h. Voilà, et vraiment vérifier pour ces histoires de réservation chaque parc où vous allez, parce que vous risquez d'avoir des surprises. Parce que vraiment, à Zion, c'est participer au tirage au sort. Si vous voulez faire certaines randonnées, il faut réserver en avance votre venue. Si vous voulez juste rentrer dans le parc, voilà. Et ça permet en fait vraiment... alors je sais que ça peut être par rapport à la France où on se dit ouais mais attends, moi je paye pas pour aller dans la nature, machin. Alors d'une part ça permet la conservation de ces parcs nationaux qui sont vraiment incroyables d'une part, et d'autre part ça permet vraiment de fluidifier le trafic sur les chemins. Voilà, vous allez vraiment être beaucoup plus tranquille, et personnellement moi je préfère donner $20 et me dire bon ben au moins voilà, on sait qu'on va être tranquille, que la nature est totalement préservée, et ça permet de voir des animaux, ça permet d'avoir des chemins magnifiques, que de me retrouver sur une autoroute où les gens n'ont rien à foutre et ils jettent leurs mégots, et comme on peut voir dans les Hautes-Pyrénées où vraiment c'est aussi Disney, quoi. Donc ça c'est un autre débat bien sûr, mais voilà, au moins le van ça nous permet de nous dire bon, il va faire dégueulasse tel jour, on va aller dans un autre parc parce qu'on n'a pas de réservation, tout simplement. Et parce qu'on fait du camping sauvage. Alors, on va faire le point camping. Justement, voilà, j'allais y venir. Alors nous, en fait, on a fait, je crois, majoritairement du camping sauvage. On utilisait 3 applications différentes pour trouver les spots, mais en fait, moi, je me suis aperçue que j'utilisais surtout un très très vieux site internet, plus que les applications qui permettaient... En fait, les applications, tout le monde les a. Donc en fait, nous, on était dans une période assez creuse. Donc à aucun moment, on est arrivé sur un spot et on a trouvé... C'était jamais plein. Les seules fois où on était avec d'autres personnes, c'est quand on était vraiment à l'entrée des parcs, où il y avait des endroits de campsite autorisés et gratuits, très bien aménagés, mais qui étaient vraiment juste à l'entrée des parcs. Donc forcément, il y a plein de gens qui y vont parce que c'est très pratique. C'était le cas pour Grand Canyon, et encore, on a trouvé un endroit vraiment tranquille. En fait, tout le monde veut être tranquille. Donc, moi, le souvenir que j'ai, c'était plutôt juste avant Capitol Reef, il me semble. C'est pareil, c'était un site qui était à l'entrée à l'entrée, en fait, on était à 5 minutes de l'entrée du parc. Et donc, forcément, t'arrives, tu dis, bon, je vais mettre à l'entrée du parc, ça sert à rien. Après, il faut vraiment savoir que l'Utah, c'est quand même des zones où il peut y rien avoir pendant plus de 2 heures de route, littéralement. Donc, c'est très facile aussi de s'isoler un peu plus. Et par contre, même si le camping sauvage est autorisé, il est aussi très réglementé. Il y a des endroits, voilà, c'est privé, il faut respecter. Des fois, vous avez des panneaux où c'est marqué... nous, effectivement, on s'est fait avoir une nuit, mais on s'est pas fait prendre parce qu'on l'a même pas vu, le panneau, tu sais quoi. Parce qu'en fait, avant le panneau, c'était autorisé. Et je pense, en fait, on est arrivé de nuit et on a passé le panneau, on s'est installé juste après. Bon, voilà, c'est pas grave, on s'est pas fait taper taper à la vitre par un chef. Mais soyez vraiment très respectueux de ça, parce que là-bas, il y a la dénonciation, et c'est normal aussi, puisque ça permet de respecter la nature, et parce que en fait il faut aussi savoir que de plus en plus il y a des gens qui prennent les vannes et qui font n'importe quoi avec la nature, qui vont chier dans un coin, pas enterrer leurs trucs, laisser leur papier toilette, laisser tous leurs papiers, laisser leurs déchets, et vraiment ne pas respecter l'endroit, laisser même du verre. Tu vois, le spot qu'on a fait à la sortie de Moab qui était magnifique, on est arrivé, il y avait des tessons de bouteilles, il y avait plein de trucs, enfin c'était n'importe quoi, on a ramassé et on a jeté. Bien de respecter le site sur lequel vous allez faire votre camping sauvage, ou de le nettoyer s'il est sale, parce que pour les suivants, quoi. On a aussi fait du camping payant. Dans des campings, on va dire, traditionnels.
Vous avez 2 types de camping. Vous avez les campings tenus par l'État qui sont vraiment pas chers. Et ça, pour le coup, pour le fonctionnement de ces campings, sur les réservations, tout ça, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit parce que il y a vraiment des fonctionnements assez surprenants. Et les réservations... On a un peu galéré. Hein. Voilà, les réservations en ligne sont un peu la galère. Et des fois, il n'y a pas de réservation en ligne, c'est le premier arrivé, premier servi. Des fois, il y a des campings qui sont tellement dans les parcs nationaux, en fait, ils sont réservés des mois à l'avance, donc des fois, c'est même pas la peine d'essayer. Et dans ce cas-là, nous, on s'est tourné sur des... Et il y a très peu de campings sauvages autorisés. On s'est tourné vers des campings privés, mais même en allant sur des campings privés, il faut savoir qu'on reste très compétitif sur la nuit, puisqu'on est entre 50 et 80 $ maximum, tout compris. Voilà, alors qu'une nuit d'hôtel, dans un hôtel le plus pourrave, parce que des fois, on comparait, des fois, on est à 100, 120 $ et vous êtes vraiment dans des hôtels pourraves, quoi. Parce que nous, la première nuit qu'on a faite en arrivant, on s'est dit, bon, on va pas... Oui, c'est vrai qu'un camping aurait été aussi bien. Aurait été si bien, ouais, parce qu'on était dans un motel 6, ouais. Donc c'est vraiment pourrave. Hein. C'est le comme strict... un Formule 1, quoi. Et encore, des fois, Formule 1, je pense que c'est un peu mieux. Ben, c'est vraiment le strict minimum, c'est pas fifou, c'est très mal isolé, voilà. Mais on s'est dit, ouais, pour la première nuit, on veut se doucher, machin, bidule. On a pris une première nuit et une dernière nuit à l'hôtel. Mais sinon, on a fait tout en camping sauvage. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que ça nous permettait aussi de préparer le van, donc que ce soit à l'aller. Parce que si vous voulez, on a récupéré le van, on avait tous nos bagages, on a tout mis dedans pour prendre la route assez rapidement. Et la première nuit à l'hôtel nous a permis après de sortir nos vélos des housses, de s'installer, que ce soit de faire les courses et d'installer tout ce qui est cuisine et compagnie avant de commencer véritablement le road trip. Et même chose au retour. Oui. Pour avoir justement le temps de ranger, de refaire les valises, etc. Donc ça aussi, c'est un petit conseil. C'est pas du luxe, voilà, de prévoir une première nuit et une dernière nuit en hôtel avant le transport en avion. Après, oui, on aurait pu s'en passer, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi. C'est un peu stressant quand même. Nous, on avait déjà fait du camping en tente, mais c'était vraiment la première fois qu'on passait en van, et c'est vrai que ça peut être un peu stressant de se dire, purée, on dort en pleine nature, qu'est-ce qui peut nous arriver, machin. Et au final, il n'arrive rien du tout, hein, mais c'est vrai qu'on peut se faire des petites peurs. En fait, on n'a jamais eu de soucis. La seule fois où, et là, on va parler météo, franchement, globalement, on a eu beaucoup de chance. Il a fait toujours très beau, il n'a jamais plu. Mais nous avons eu des tempêtes de vent. Et en fait, il faut le savoir quand même, l'Utah, ça reste effectivement un désert. Pas vraiment de... Comment dire ? Oui, il y a des montagnes, mais vu que c'est super étalé... voilà, il faut se dire en fait que l'Utah, c'est peut-être aussi grand que la France. Et en termes de montagne, il y en a, mais c'est tellement étalé que ça ne bouge pas du tout, ça ne bloque pas le vent. Et en fait, on s'est pris... sur les 3 semaines, on a eu 2 jours avec des grosses tempêtes de vent chaque semaine. Et quand on parle de tempêtes de vent, ça fait vraiment des tempêtes et des mini-tornades, puisqu'on est comme dans le désert et c'est pas des... Franchement, j'ai jamais eu ça en France. Hein. C'est d'une violence. De sable. Ça, on n'a pas trop eu, heureusement. Mais on avait croisé, je sais pas si tu te rappelles, des motards qui nous ont expliqué, ouais. Ils nous disaient qu'ils revenaient justement de Moab, où on était, je sais plus, quelques jours avant. Et qu'ils avaient pris une grosse tempête de sable. Et nous, on s'est pris... donc la première semaine, on s'est pris en fait une tempête de vent. Donc d'une part, cette journée-là, on avait fait du vélo. Et je crois que ça a été physiquement la journée la plus difficile. Enfin, c'était magnifique ce qu'on a vu à vélo, mais il y avait eu énormément de vent. Mais je crois que vous imaginez même pas... pire que ce qu'il y a dehors, quoi. Ah si Mathieu, il y avait rien. En fait, il y a pas d'arbres. Mais je sais pas si il y a rien pour empêcher le vent. Hein. Et surtout, ce qui est marquant, c'est ce que vous retrouvez vraiment dans les films, dans les westerns. Vous savez, c'est une espèce de touffe là je sais plus, d'herbes on m'avait séchées dit là, en plus, ça existe vraiment. Qui roule en fait et qui traverse la route comme ça. Et en fait, on a expérimenté ce phénomène. Mais c'est super dangereux en plus. C'est des herbes. Franchement, c'est des herbes sèches qui vous foncent dessus. Des fois, elles sont énormes, quoi. C'est gros, ouais. Ça fait des boules là. Et ça existe vraiment. Mais la tempête. Et donc le soir, je me souviens, donc dans la nuit, juste avant de. Donc nous, on regardait vraiment la météo. On était sur
wind weather ou je sais plus quoi pour surveiller. Et quand je vous dis, mais c'était des rafales à 80, 90 km/h et 110 même. Et heureusement qu'on était parti tôt ce jour-là, puisqu'on avait fait en plus pour moi une de nos plus belles sorties. C'était à côté de Grand Staircase National Park, je crois. Donc un peu, alors là vraiment un coin assez perdu entre Capitol Reef et on venait je crois du coin de Saint-George ou non, je sais plus. Mais bref, c'était vraiment un coin là pour le coup très perdu avec des magnifique. tout petits villages. 2 villages. Et c'était incroyable et on avait fait une très très belle sortie gravel où on était monté à plus de 2800 mètres d'altitude. Ouais, je sais pas si vous imaginez. Sur un col en gravel, c'était incroyable. Ouais. D'ailleurs, ça s'appelait Dead. À un moment donné, c'est la route de Divile. Je sais plus, il faudrait le retrouver, mais c'était un ride incroyable. Et c'est vrai que la fin du ride était sur la route et où on était complètement exposé au vent. Et forcément, c'était 13h, 14h ou 15h passées. Et au moment où le vent commençait vraiment à souffler fort. Et après, surtout, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes jamais à l'abri puisqu'il n'y a pas d'arbres. Mais il y avait on a mangé un super truc dans une petite supérette tenue par une personne qui parlait français. Génial, oui. On voulait retourner faire des courses, mais écoutez, c'était à Escalante. Et on tombe sur cette ville. Mais tout ça pour vous dire que si vous partez dans un endroit, il faut vraiment pas vous couper des informations locales et de la météo locale et vraiment de vous forcer à vérifier. Parce que vraiment, là, les tempêtes de vent dans l'Utah, c'était super impressionnant. Puisqu'ensuite, après cette journée-là, on a passé la nuit à l'entrée de c'est Canyon Reef. Capitol Reef National Park. Et clairement, cette nuit-là, j'ai quasiment pas dormi. On a été dans un endroit qui était quand même bien à l'abri du vent. On avait vraiment bien choisi un endroit pour poser le van. Et malgré ça, on était secoués dans tous les sens. J'avais vraiment super peur que le vent il s'est renforcé dans la nuit et je me suis dit mais ça se trouve ça va être comme dans les films, le van il va s'envoler avec nous et on va s'écraser dans un endroit en mode grosse tornade. Et je crois que ça nous a fait prendre conscience que en France, en Europe on a des phénomènes météo, mais clairement aux États-Unis c'est une autre ampleur. Tout simplement à cause de c'est tellement vaste que ça peut prendre des ampleurs proportionnelles à ça. Et clairement, moi, le vent, ça m'a trop... Déjà, j'ai peur du vent en France. Et encore, j'ai repoussé mes limites. Mais là, dans l'Utah, c'est encore un autre truc, quoi. Un autre délire, ouais. Et j'ai retrouvé le ride qu'on avait fait. Ça s'appelle Hell's Backbone. Donc, ouais, la colonne... qui était donc un ride de... Nous, on a fait 110 km avec quasiment 2 tiers en gravel. Ouais. Voilà, donc sur ce fameux chemin Hell's Backbone. C'était magnifique. C'était génial, plus de 100 km, 2200 D+. Mais ouais, et je me souviens surtout l'altitude qui était à 2700, 2800, c'était un truc de malade. À quelle altitude on était? On est monté, ouais, on a démarré, donc il faut savoir qu'on était, le spot où on était à 2000. Voilà, déjà, de base. De base, ouais. Là où on a dormi. Et voilà, on est monté jusqu'à quasiment 2008. Redescendu, le point le plus bas, à peu près à 1750. Donc voilà, pour vous dire, on a fait des globules ce jour-là. Non, mais franchement, quand on est rentré en Europe, je me sentais mal à zéro. Hein. Quand on faisait du sport à zéro, je me sentais mal et je me sentais mieux quand on était à la montagne. Mais vraiment, voilà, il faut savoir que quand vous allez voyager dans l'Utah ou dans certains états comme ça, il va falloir vraiment vous dire que vous allez passer beaucoup de temps à être fatigué et avoir la première semaine où l'acclimatation va prendre un certain temps. Et c'est bien de le prendre en compte parce que nous, quand on est arrivé, notre premier jour, c'était à Zion. On était déjà, je crois, à plus de 1500, 1600. Franchement, la première randonnée, on soufflait énormément. C'était vraiment hardcore, quoi. Ouais, il nous a fallu 3-4 jours pour s'adapter. Ouais, une bonne semaine. Avant de pouvoir faire des efforts un peu plus intenses aussi, quoi. Je voulais juste revenir sur le vélo. Pensez quand vous l'avez remonté d'avoir un petit... parce que comme on vous le disait, dans l'Utah, vous êtes dans la pampa. Hein, clairement, vous êtes paumé dans des endroits. Nous, on avait vraiment pris le maximum
de matériel pour réparer nous-mêmes nos gravels en cas de crevaison surtout, hein, c'est clairement la panne qui arrive le plus souvent quand vous faites du gravel, hein. Et surtout on avait fait une bonne révision des vélos avant de partir d'une part, et d'autre part faites votre première sortie plutôt proche d'une ville pour pouvoir accéder à un réparateur. Moi mon vélo a voyagé sans souci, mais c'est Mathieu qui a eu un problème avec le tubeless sur son vélo qui a explosé. Ouais, il y avait un souci, ça fuyait. Donc, du coup, avant même de pouvoir faire le premier ride, t'es à Zion, t'allais le faire réparer et ça a été hyper bien et rapide d'ailleurs. Et surtout, c'était une femme mécano qui te l'a fait. C'est la première fois que j'ai voyé une dame. Tu vois, je trouve ça trop cool. Et moi, j'ai eu j'ai une crevaison plus tard aussi. Une explosion. Il y a eu une crevaison et le tubeless, enfin le liquide avait pu tenir puisque je crois que le ride suivant, on avait fait 100 bornes. Alors c'était principalement de la route. Avec beaucoup de vent. D'ailleurs sur le parcours de l'Ironman World Championship 73, donc à Saint-Georges. Je crois que c'était à quoi à 5 km de finir, grosso modo, ou 10 km. Et t'es en train de faire en fait globalement sur ce voyage-là, à chaque fois qu'on a eu des merdes, on a eu beaucoup de chance puisque à chaque fois on était et on était à moins de 500 mètres d'un magasin de vélos spécialisé gravel VTT ouvert le dimanche. Voilà, et on était en train de bruncher sur la fin de notre ride. Mathieu est allé payer le brunch, donc nous on avait posé les vélos juste à côté de la table, et tout d'un coup, alors c'était moi forcément juste à côté de sa roue, qui a littéralement explosé. Et quand je vous dis exploser, ça fait ouais. Et en fait, ça n'a pas dégonflé d'un coup, hein. On parle quand même d'un gros pneu gravel. Et ça fait pendant très longtemps. Donc j'ai dû mettre une serviette dessus parce que forcément, c'était du produit qui giclait de partout sur moi. Mais on est arrivé, Mathieu, t'étais quasiment à plat, mais ils l'ont changé direct. Ouais, ça s'est fait... ça a duré quoi 20 minutes. Nouveau pneu... liquide, tout neuf, et puis neuf. Après c'était bon pour la suite du road trip. Après par contre c'est pareil les amis, aux États-Unis en termes de prix voilà, tout est plus cher, tout est plus cher sur les réparations. Moi j'ai comparé par rapport à ce qu'on payait en France, là c'est du simple au double. Voilà. Et puis grosso modo globalement tout est plus cher, même notamment la nourriture. Ça nous a quand même... tu vois, en fait moi j'ai été impressionnée par rapport... Donc si vous ne nous suivez pas depuis super longtemps, il faut savoir que Mathieu et moi on a vécu plusieurs fois aux États-Unis dans notre prime jeunesse. Donc moi on y a vécu 2011-2012 et ensuite toi de nouveau 2014, ouais. Et clairement, moi, j'ai halluciné sur l'augmentation des prix par rapport à cette période-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Et notamment tout ce qui est nourriture. Dès que vous voulez manger un peu correctement... c'est $50. Ça va très très vite, quoi. Un brunch, un truc qui... Voilà, sans parler de quelque chose d'incroyable, et vite à $2 à $50, quoi. Genre qu'il faut toujours ajouter, il faut ajouter les tips et la taxe. Voilà, après, si vous voulez manger un peu plus américain, rapido, dans les petits restos, tu sais... les petits diners. Là, c'est plutôt pas mal. On a eu une très bonne surprise, d'ailleurs. Oui, quand on partait vers Grand Canyon, là, quand on s'est arrêté... On était encore dans le Colorado, je crois. Et c'était... les gens, ils sont aussi adorables que dans les brunchs et tout, machin, mais là, vous êtes vraiment dans la vraie Amérique et c'est cool, quoi, parce que vous rentrez, il y a encore de la moquette au sol, mais ça n'enlève rien C'était bon, hein, c'était bon, mais c'est sûr que c'est bon, il n'y a pas beaucoup de légumes, quoi. Il n'y a pas beaucoup de verdure. C'est plus américain. D'ailleurs, elle nous avait fait une réflexion... We are not this kind of fancy... Oui, parce que Mathieu, il voulait un cappuccino. Ouais, je sais plus ce que je voulais, un latte ou un truc... Et il a dit, we're not fancy. Mais voilà, on faisait pas des fancy coffee, voilà. Comme les trucs de coffee shop. Mais ça fait du bien aussi de rentrer dans ces boutiques-là très, très franches, quoi. En fait, il faut vraiment savoir être flexible, mais être quand même préparé à toutes les éventualités. Idem, emmener avec soi une petite pharmacie. Voilà, puisque, en fait, je veux pas vous effrayer, mais par exemple, sur la moitié de ce ride-là, on avait 0 réseau.
Oui, Enfin, en je veux plus, dire, il faut s'il savoir faut que quand là-bas, même il y a des nombreux spots où... Vous n'avez pas de réseau. Et quand je vous dis vous n'avez pas de réseau, nous, il y a plein d'endroits où, en fait, on n'avait pas de réseau pendant plusieurs jours. Tu te souviens, pendant Ouais. 3 jours, on n'a pas donné Oui, de c'est nouvelles vrai. parce que à tes parents, et genre parce que il y avait... On captait en pas. fait, on captait pas et on captait nulle part, quoi. On captait rien. Nous, sur ce ride-là, donc on a fait quand même une sortie. Donc, il faut savoir, c'est du gravel. Il y a beaucoup de dénivelé. Et puis, on était là pour découvrir. On a dû faire, je crois, que c'était 10 heures de... En tout, oui. 10 heures On est parti à 7h et on est rentré en milieu d'après-midi. Enfin, voilà, et c'est... Et même... clairement, on a croisé quoi 10 voitures? On a croisé... Non, même pas, arrête. Si, il y en avait sur la fin. Il y en avait Oui, par plus contre, sur oui. la fin. Ouais. Quand on approchait du village Escalante. Oui, mais alors par contre, voilà, il faut se dire aussi que beaucoup des chemins de gravel sont aussi accessibles aux 4x4 on peut comparer ça à des quads, mais c'est pas des quads. ATV. ATV qui Et est des un buggy. peu... Et des buggy, qui est un enfer. C'est un enfer. Ça fait termes de un bruit, bruit c'est pas de moto d'Harley Davidson. Voilà, c'est atroce. Donc, mais on en a croisé très très peu. Parce qu'on était en mai. Parce qu'on était en mai. Et très tôt dans la saison. Mais c'est vrai que voilà, quand on avait lu pas mal de sorties, quand je regardais les... D'ailleurs, justement, Mathieu. Où rouler, etc. Voilà. Et on va en parler. Et donc, pour trouver où rouler aux États-Unis, on a utilisé... plein d'applications. Plusieurs, mais surtout 2. Bon, on a Strava, mais qu'on a exploré, mais le problème de Strava, c'est souvent, on ne sait pas justement si c'est de la route, du chemin, etc. Tout le temps même. Donc l'avantage d'être en gravel, c'est qu'on se pose un peu moins la question. Oui. Donc ça, c'est l'avantage. Surtout que tu peux dire qu'une fois, on croyait faire du 100% route et au final, on s'est retrouvé sur du gravel alors qu'on était dans un endroit résidentiel en fait. Mais c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'il y a des routes qui ne sont pas bitumées aux États-Unis et qu'elles sont considérées comme des routes, sur les maps. Et vous êtes au milieu de ville, hein. Donc, de ville. Oui, de ville pour les États-Unis, quoi. Et du coup, moi, je vous conseille l'app qui s'appelle Ride with GPS, tout simplement. C'est une excellente... je la connaissais pas avant, hein. Honnêtement, je l'ai téléchargée sur place. Mais pour tout ce qui est vélo, elle est hyper bien foutue. Donc, que vous fassiez du vélo de route, du VTT... ou du gravel, vous avez en fait plein de parcours qui sont référencés. Elle fonctionne aussi en Europe, mais c'est une application américaine, donc pour là-bas, pour découvrir les parcours, c'est hyper bien fait. Vous pouvez, par exemple, en fait, vous êtes géolocalisé. Vous pouvez choisir le type de distance que vous prévoyez de faire, le type de surface. Donc si vous voulez de la route ou justement pas de route, ça vous sort des parcours. Donc des parcours qui ont été faits par des vrais cyclistes et qui sont commentés. Vous pouvez également, nous on pouvait télécharger le parcours, le GPX. Alors via la version web, je téléchargeais le GPX que je mettais après sur le compteur, sur le Garmin. Et juste parenthèse, anticipez vraiment ces trucs-là quand vous avez du réseau. Hein, parce que c'est clair. Quand c'est fini, il n'y a plus de réseau. Exactement. Donc ça, c'est une super app. Je pense que ça nous a permis de faire au moins la moitié de nos rides. Et moi, je l'ai recoupé aussi avec un site web. Ah oui, après aussi, faites comme en France ou en Europe, cherchez des blogs, cherchez des personnes qui ont déjà fait ces voyages-là, tapez le nom de la région avec le nom, parce que nous, en fait, on a trouvé un super blog de femmes qui ont fait plein de trajets gravel exactement là où on se trouvait et on vous le mettra dans la barre d'infos si vous allez aussi dans la région où on est. D'ailleurs Mathieu, peut-être que tu l'as. Oui, ça s'appelle gravelbikeadventures.com. T'es tombé dessus déjà en faisant les recherches avant qu'on parte et c'est un super site. Donc c'est tenu par 2 femmes qui sont basées dans le Colorado, je crois juste à côté de Denver. Proposent en fait, elles sont spécialisées dans le gravel, qui proposent plein de parcours gravel. Donc il y a beaucoup dans le Colorado. Il y en a aussi beaucoup dans l'Utah. Nous, on en a trouvé plusieurs qu'elle proposait. Mais c'est d'ailleurs Else Backbone, c'est ce qu'elle avait fait, non ? Else Backbone, elle l'avait fait. Il y a plein de... il y en a plein autour des grands parcs nationaux. Et nous, ça nous a vraiment servi, puisqu'en plus, ils sont très commentés avec leur expérience. J'ai le souvenir qu'il y ait commenté un où... il y a beaucoup de sable. Il y avait beaucoup de sable. Et du coup, on rappelle c'était quand même dans le désert aussi. C'est un très très bon site, gravelbikeadventures.com. Souvent je l'ai recoupé justement avec Ride with GPS, avec l'autre app, et ça nous a permis de trouver vraiment de très très bons parcours. Voilà, il faut vraiment s'adapter aux applications du pays, parce que par exemple les États-Unis, ils utilisent Strava, mais ils utilisent aussi par exemple beaucoup AllTrails. Alors AllTrails, on l'a vachement utilisé pour les randonnées. Alors attention sur AllTrails qui souvent sous-estime les distances ou le dénivelé.
Donc lisez bien les commentaires puisque les gens précisent souvent que eux ils ont eu finalement tant de distance et tant de dénivelé. Et ça nous a permis vraiment de trouver plein d'endroits super cool pour aller faire du trail, faire de la randonnée, faire du gravel. Je vous conseille vraiment cette application que j'utilise aussi un peu maintenant en France. Mais c'est quand même une application plus aux États-Unis. Par contre, sur tout ce qui est sur ces trajets-là, essayez de repérer quand vous avez Internet, parce que comme on vous disait, des fois vous pouvez vous retrouver dans les endroits, il y a zéro Internet, zéro Wi-Fi, et clairement, moi je partirais pas à l'aventure sans ma carte GPX comme ça, parce qu'aux États-Unis, contrairement en France, vous avez très peu de panneaux, d'indications pour les randonnées en mode ouais, c'est par là que vous pouvez rejoindre. C'est vraiment en fait, et ça fait partie en fait de leur approche de la conservation de la nature. C'est par exemple, on a fait une randonnée, tu te souviens, c'est à Capitol Reef, où vous avez juste les cairns ou des petits cailloux pour vous indiquer que vous êtes bien sur le chemin. Et que clairement vous pouvez très très vite vous perdre et vous avez zéro réseau. Donc vraiment la carte GPX ou une carte papier, parce qu'on avait aussi les cartes papier, c'est le strict minimum aux États-Unis. Enfin, je vous dis ça en mode, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est que voilà, on est vraiment dans une autre échelle aux États-Unis. La météo aussi est vraiment différente à cause du vent, de la chaleur qui est quand même particulière, et de l'altitude aussi qui joue aussi beaucoup sur les organismes. Et je voulais juste revenir sur l'importance de bien préparer ses parcours en avance, parce que nous on était en gravel, on s'est un peu chauffé. Enfin moi d'ailleurs le premier pour un parcours que j'avais trouvé donc sur les sites là et les applications. Donc c'était je crois ça devait être le deuxième, troisième jour. Il faisait très chaud, donc c'était autour du coin de Zion National Park. Et j'avais trouvé un super loop qu'on peut faire en gravel, mais qui est plutôt quand même un loop VTT. Mais c'est moi qui l'ai trouvé, Mathieu. C'est moi qui ai fait des bêtises. Oui. En fait, non. J'avais trouvé un super endroit où en fait il y avait un mélange. Il y avait plusieurs parcours, des parcours VTT et des parcours gravel. Voilà, et c'est le coin ça s'appelle Hurricane Trailhead. Et c'est un peu connu, notamment pour le VTT, sur un des meilleurs spots de VTT de tous les US. Et donc on s'est embarqué, on est arrivé, il y avait un mec qui sortait son VTT aussi là sur le parking et qui nous a un peu rassurés quand on lui a dit qu'on faisait ça. Mais c'est vrai qu'on était quand même au royaume du VTT et on s'est retrouvé sur des parcours très très techniques pour du gravel et surtout pour notre relative faible expérience du gravel. Il y avait quand même des grosses pentes. C'était principalement du single. C'était magnifique, franchement. Moi, j'ai adoré. Mais c'était très technique. On avançait très, très doucement. Et donc, on a d'ailleurs fait le choix de bifurquer à un moment donné et de retrouver des chemins un petit peu plus tracés et même une portion de route pour rentrer parce que on allait sinon y passer la journée. Et il faut savoir que les compteurs, là, les Garmin Edge annonçaient 42 degrés, donc en plein soleil. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il vaut mieux quand même planifier et peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme on avait peut-être eu là sur ce deuxième ou troisième jour du... Et je pense qu'on s'était surtout trompé de parcours. On s'était un peu chauffé et on a bien fait quand même de raccourcir. Ça, c'est un truc, on sent pas la chaleur tellement il fait sec. Et la chaleur dans le désert, au début, on commence, il peut faire 20 degrés, il fait super bon. En fait, on commence à sentir la chaleur quand c'est trop tard. Je sais pas comment expliquer, c'est un truc que j'ai jamais eu en France, tu vois. Puis là, vas-y pour trouver des points d'eau. Et surtout, vas-y pour trouver de l'ombre. Voilà. Tout s'évapore, votre transpiration s'évapore et vous sentez pas en fait la perte hydrique. C'est un autre challenge. Quand on a fait quand on a fait The Temple of the Moon and Temple of the Sun. Ouais. Ça c'est pareil, c'était des sorties magnifiques. Bon, il y avait du sable. Mais c'était que de la piste. Mais waouh, c'était le retour. Ça a chauffé. Ça chauffait dans le casque. Ça chauffait bien dans le casque. Mais voilà. Ne pas oublier la crème solaire, là, clairement. Je mettrai nos itinéraires gravel. J'essaierai de faire un article sur le blog. Mais franchement, pour moi, qui adorait déjà le gravel, ça a été beaucoup d'apprentissage en plus. Mais les États-Unis, c'est un paradis du gravel. Et tu vois, ça me fait mal au cœur qu'en France, n'est pas encore... parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aménagements qui sont pas pour le gravel, mais qui sont très adaptés à cette pratique-là. Et qui rend... mais c'est génial, quoi. Parce que vous êtes vraiment... C'est ça, c'est des grandes pistes, assez peu techniques.
Comme des Ouais, pistes voilà, forestières, assez ouais. peu technique, assez peu de dénivelé, enfin ça dépend des coins, mais voilà, c'est pas. On peut. Alors qu'en France, on bascule vite quand même dans de la pratique, on va dire, plus VTT, quoi. Ouais, cross, Sur quoi. du single, du gros dénivelé. Là-bas, c'est vraiment C'est vraiment super pour les personnes qui débutent ou qui veulent juste pas se prendre la tête. Et on a vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à ce sujet-là. Là, rien que, tu vois, je repense aussi au ride qu'on a fait. C'était pas à Canyon. Bah, si, c'était à Canyonland. Ouais. Ah, le plus beau ride qu'on a fait. Ouais, le plus beau ride qu'on a Ah, fait. celui-là, Ça, c'est. ce ride-là était mémorable. Ouais, c'est. Ça s'appelle Dead Horse Schaffer Loop. Ah ouais, Et donc, c'était. il est au sein, enfin, une partie au sein de Canyonlands National Park, Et donc une partie, ouais. qui est le deuxième grand parc national qui est Près de juste à Moab. côté de Moab, Mm. donc une des grandes villes de l'Utah. Et ouais, ce ride était juste incroyable, avec notamment La descente dans le canyon, quoi. alors la descente dans le canyon, puisque nous on a commencé d'en haut, et surtout la montée avec ses lacets Et d'ailleurs, les amis, interminables. c'est la première fois que je m'arrête dans une montée à vélo, mais pas à cause du physique, mais à cause de la chaleur, quoi. Ouais, il y avait 45 sur le compteur ou un Oui, truc comme ça. mais en fait, je sentais vraiment que j'avais besoin de m'arrêter, en fait. Enfin, je sentais qu'il fallait que mon cerveau... En fait, c'est surtout au niveau de la tête que ça chauffait beaucoup, beaucoup, malgré toute l'eau qu'on avait. Et par contre, vous n'avez pas la possibilité de vous recharger en eau, hein, donc il faut vraiment emmener énormément d'eau et faire des pauses, de vous aménager des pauses à cause de la chaleur. Et on n'était pas les seuls, il y avait aussi des VTTistes qui le faisaient et qui prenaient des pauses. Il y avait un peu d'ombre sous les rochers et je peux vous assurer que l'ombre, elle vous enlève au moins 5 degrés, ça vous permet de redescendre en température pour terminer. Et après, pareil, il faut aussi vraiment il faut vraiment se renseigner et bien se sensibiliser à la météo quand vous partez en truc. Je sais que je me répète parce que on a fait aussi Grand Canyon et Grand Canyon, c'est pareil. Il fait très bon parce que vous êtes à plus de 1800-2000 mètres d'altitude quand vous êtes en haut, mais quand vous descendez dans les canyons, il fait 50 degrés en bas, quoi. Ouais, on Et rajoute vite plus 10, plus 15 Et c'est degrés, quoi. vraiment être dans un four parce que vous avez la réverbération des trucs. Enfin bref, voilà. Mais vraiment, en fait, nous, le van, ça nous a permis de faire toutes ces aventures-là et de se dire... on pose les vélos, on se douche et tiens, on va repartir faire une randonnée, tu vois. Et vraiment, pour moi, quand on était étudiant et qu'on avait fait nos road trips et tout, on faisait déjà des randonnées et j'avais déjà trouvé que c'était la meilleure manière, pour moi, la manière dont les Américains, je généralise pas, mais qu'une certaine partie des Américains voyagent et visitent certains parcs nationaux avec la voiture, on pose la voiture, on fait une photo, hop, on continue, on va au spot d'après puisque les parcs nationaux sont aménagés avec des points de vue et voilà, et ça c'est cool, mais en fait là vraiment, moi j'ai vraiment On va pas à goûté. l'intérieur, voilà. Oui, en fait là on a vraiment goûté à l'ampleur des États-Unis, la grandeur, le côté sauvage, parce que d'un côté, on se dit waouh, putain, vous partez, vous n'avez pas de réseau, vous pouvez pas envoyer de texto avant de partir, vous pouvez pas envoyer de texto pendant, vous avez aucune manière de vous prévenir s'il y a une merde, mais d'un autre côté, vous êtes genre, on est tout seul dans un putain de truc super vaste, on ne croise personne sauf des biches. Genre attends, on était en gravel, il y avait plein de biches. On est allé à Grand Canyon avant de faire notre randonnée au lever du soleil, il y avait des biches, enfin on voyait plein d'animaux. On s'est réveillé pendant une nuit, tu te souviens, au Mexican Hat, il y avait les coyotes qui hurlaient rôdaient la nuit et le matin on s'est réveillé, il y avait plein d'empreintes de coyotes autour de notre van. En fait, c'était waouh. C'est grandiose. Tu vois, moi, je pensais vraiment avoir des petites peurs, des petites angoisses de dormir dans le van, de me dire, il va y avoir des animaux, il va y avoir des bêtes, machin. En fait, pas du tout. Ça a été juste, nickel. C'est pareil, je croyais y avoir des serpents, des migales, des machins, on a vu des serpents. Un beau serpent, d'ailleurs, de deux Américains qui nous ont prévenus qu'il y avait un serpent au détour, voilà, d'un rocher. Ça ne déconne pas hein, sur les serpents par contre. Ouais, là faut pas aller faire joujou avec. Voilà, faut s'éloigner, faut pas rester avec eux. Mais d'autant plus que là pour le coup, c'était dans Capitol Reef. Ah oui, c'est là où il n'y avait pas du tout de réseau. Il y avait zéro réseau, il y avait assez peu de monde d'ailleurs. Et surtout, on était tellement pas sûr d'être sur le chemin. Je me souviens, c'était vraiment cette rando. Je me dis, purée, quand même, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit, quoi. C'est une rando parfaite pour un serial killer. Mais grave, on s'est fait des scénarios en mode, tu sais quoi, on décale un caillou, hop, on fait tac. Enfin bref, voilà. C'était assez drôle. On a le temps de divaguer.
Tu parlais à l'instant d'hygiène et des douches. On va peut-être faire un rapide point là-dessus avant de passer aux questions. Parce que c'est ça en fait qui nous a permis cette flexibilité, c'est le fait d'avoir une douche solaire. Oui, une douche solaire qu'on avait achetée avant. Oui, que c'est moi qui ai eu l'idée quand même. Ouais, t'as eu l'idée, on s'est un peu renseigné sur quoi acheter et au final, alors je sais pas si t'as le nom du modèle ou Non, pas du tout. du litrage au moins. En fait, on est parti avec une douche solaire de 20 litres. Il faut à peu près entre 8 et 10 litres par personne, sachant que Mathieu, il arrivait à faire un shampoing avec ses 10 litres. Moi, par contre, le shampoing, il fallait quand même... je pouvais pas. Hein. C'était un peu tendu. C'était tendax, je pouvais pas du tout. Cette douche-là donc de 20 litres nous suffisait À deux, voilà, pour se doucher une fois par jour sauf à la si suite. on pouvait la recharger. Il faut savoir que l'accès à l'eau, donc quand vous êtes sur des parcours, il n'y a pas, mais par contre aux accueils des parcs nationaux ou sur beaucoup d'aires d'autoroute ou même en ville, vous avez beaucoup d'accès à l'eau pour pouvoir recharger vos réserves d'eau, puisqu'on avait une réserve d'eau de 50 litres dans la voiture, ou 40 litres pour faire la vaisselle, pour l'hygiène, on va dire dentaire, visage, on va dire toilette de chat. Et on avait aussi beaucoup de bidons d'eau. Hein. On avait, pour le coup, aux États-Unis. Pour le coup, c'était un peu. Moi, c'était un stress, l'eau. Alors que, au final, il y avait quand même de nombreux points d'eau, justement, dans les visitor centers ou même dans les villes où. Oui. Voilà, honnêtement, on n'a jamais manqué d'eau. On avait toujours de grandes réserves. Que ce soit pour la douche ou pour le reste. Après, pour la douche, il faut bien sûr rappeler que vous devez vraiment avoir un savon qui soit biodégradable puisque vous vous douchez dans la nature, donc ça tombe direct sur la terre, donc c'est obligatoire d'avoir ce genre de savon-là. Et ensuite, après, vous avez le choix. Nous, on se douchait, vous avez des campings. Alors, il y a des campings où il n'y a pas du tout d'eau ni de douche, hein. On est vraiment sur le truc sauvage, hein. Ou vous avez des campings où vous avez des douches où vous payez à la minute. Pour $2, Mais limite, 50. c'est trop. Hein, quand t'as pris l'habitude de te doucher en 2 minutes comme ça. C'était 8 minutes la douche. C'était trop long. En fait, on l'a partagé à 2. Ouais. Et après, sinon, vous avez des douches privées dans les stations-service. Mais alors là, ça coûte super cher et je crois qu'on l'a jamais fait. Pour le coup, on a été surpris dans le mauvais sens. C'était 20, justement, 10, je crois qu'il y avait ce spot après le ride qu'on avait fait à Escalante, où là, on voulait se doucher. On avait fait quand même 10 heures de bike et compagnie. Oui, on s'est dit, on va se doucher, quoi. Il y avait le début de la tempête de vent et tout. Et c'était un petit boui-boui, un peu qui faisait station-service, mais assez... supérette, ouais. Supérette, et il y avait quand même des trucs un peu, entre guillemets, fait maison. Et ils proposaient des douches, mais il n'y avait pas le prix affiché, et je crois que c'était $20 ou 15, et c'était hyper cher. commentaire, il disait oui, c'est $10 la douche sur Google Maps. Et en fait, toi, t'allais demander, et la nana a dit, la première nana, elle t'avait dit oui, c'est 15, puis la nana d'après, t'as dit non, c'est 25. Et genre, on s'est dit, bon, 25 à 2, ok, ça passe, mais genre, non, elle dit oui, c'est 25 par personne. Ah oui, elle nous autorisait pas à y aller en même temps. Donc, là, on a été un peu. Voilà, ça contrastait un petit peu avec ce côté hyper accueillant que les Américains ont, et là pour le coup là on s'est dit là c'est trop business, donc on s'est dit non, c'est mort, on fera avec notre douche solaire. Et en fait, vu que ce qu'on vous explique, c'est qu'il fait très chaud, la douche solaire des fois limite c'était trop chaud. Ça chauffe tellement ça chauffe très très vite. Par contre, juste parenthèse sur la douche solaire, vraiment il faut se doucher avant la tombée de la nuit, parce que par contre ça refroidit super vite aussi. N'est-ce pas Mathieu qui ne m'écoutait jamais, une douche un peu fraîche, tu as des douches, Mathieu a eu plusieurs douches un peu fraîches puisqu'il ne voulait pas. Il me dit non, mais c'est revigorant. Bon. Ouais. Et voilà, bien. Après on avait aussi emmené avec nous une cabine de douche portative, donc c'est-à-dire c'est comme une tente, sauf que c'est un format un peu c'est pour se doucher. C'est pour se doucher, on va dire. Franchement, c'était plutôt pas mal pour s'isoler du vent et du sable. Et des gens surtout, parce que bon, t'es aux États-Unis. Franchement, en France, ça passe, quoi. À la France, à l'Europe, où c'est pas grave de faire dépasser une petite fesse blanche. Là-bas, ça peut vite être mal vu. Donc voilà, c'était pratique, et en plus... ça coupait du vent et du sable. Hein. Voilà, et puis on fixait en fait la douche solaire sur le toit du van, avec juste du coup le tuyau qui venait et qui rentrait sur le haut de cette petite tente de douche. Ouais. C'était très pratique. Non, franchement, elle était cool cette douche solaire. Non, je pense que tu sais quoi, il faudrait qu'on l'ait tout le temps avec nous quand on fait nos vélos rando dans la même journée. Après aussi, on avait aussi des gants de toilette et des petites lingettes pour se rafraîchir quand on voulait pas se doucher.
Forcément, si par exemple on faisait le vélo le matin et randonnée l'après-midi, on faisait juste la toilette de chat. Voilà, après il faut accepter. Franchement, à aucun moment donné, moi qui suis quand même assez exigeante sur l'hygiène, je me suis sentie sale, tu vois. Sachant que j'ai eu mes règles pendant qu'on était aux États-Unis, tu te souviens? Ouais. Non, franchement, Donc clairement, voilà. Et après, j'ai trouvé ça cool, faire pipi dans la nature. Bah écoute, la seule fois où j'avais peur, c'est quand c'était la nuit. Je me disais, ça se trouve, il y a un serpent qui va mordre le cul. Mais écoutez, ça va. Ça va arriver. Après, quand même, parenthèse, on est aux États-Unis, il y a quasiment des toilettes sèches partout en fait. Donc il suffit d'aller à un départ de randonnée, vous allez tomber sur un toilette sèche quoi. Et c'était nickel. Je crois que moi j'ai fait la grosse commission que 3-4 fois en extérieur, toi 2 fois. Moi, je crois une seule fois. Une seule fois. C'est vous dire qu'à chaque fois on pouvait tomber sur des toilettes. On se dit bon, on se retient, on va juste bouger le van et ça se trouve au début de la randonnée il y en aura et il y en avait tout le temps. C'est vraiment pas comme la France où c'est une galère pour trouver des toilettes. Là-bas c'est quand même beaucoup et franchement il y avait tout le temps du PQ. C'était hyper propre. Clairement, aussi de ce côté-là, vous n'avez pas trop à paniquer sur ce sujet-là. Ensuite, petite parenthèse, lessive. Tout à fait. Bah, c'était d'ailleurs... ça peut faire la transition avec les questions, si ça te va, puisque c'était l'une des questions qu'on nous a posées. D'ailleurs, merci à tous de nous avoir posé des questions, hein, que ce soit sur le Insta de PMPT ou sur nos Insta. On va faire la transition. On nous a demandé justement comment est-ce qu'on avait géré les vêtements sales. Si on avait fait des lavages à la main ou des lessives, ou voilà, comment est-ce qu'on a fait. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir que nous, on a fait un voyage quand même très sportif, donc long et très sportif. Hein. Donc, quand on dit très sportif, c'est... je crois que par jour, voilà, par jour, on faisait quasiment une fois du vélo ou une fois de la rando, ou alors une fois du running et une fois de la rando. Donc voilà, c'est vrai que pour le coup, ça génère quand même pas mal de puanteur et d'affaires sales. Et donc c'était absolument nécessaire qu'on lave au moins une fois déjà, nos affaires. C'était impossible déjà d'emporter une tenue par jour pendant 3 semaines. Oui, ça, c'est hors de question. Déjà, c'est pas possible. Il aurait fallu prendre deux grosses valises chacun. Donc en fait, moi, j'avais emmené des dosettes individuelles de lessive parce que c'est pareil, c'est le genre de truc que vous achetez hors de prix au Lavomatic et ça sert à rien d'acheter un... Parce que pareil, on est aux États-Unis, hein, si vous voulez acheter des trucs individuels, ça n'existe pas. Vous repartez avec une dose pas possible de lessive. Voilà. Cela dit, il y en avait de temps en temps, ça me fait penser dans les visitor centers, là où on prenait des douches, où il y avait des fois des ventes de lessive individuelles. Ouais, il y avait des trucs, des distributeurs. C'était genre 3 $ la dose. En France, c'est 3 €, t'as un paquet de 50 trucs. Quoi. Après, si tu le fais une fois, ça donc, passe. Moi, j'avais prévu, j'avais emmené 5 ou 6 petites dosettes, sachant qu'il faut des fois mettre 2 dosettes quand c'est vraiment très sain. Hein, voilà. Donc, en fait, on a fait des fois, quand vous êtes dans des campings privés, vous avez aussi des lavomatiques qui sont dans le camping. Donc en fait souvent les peu de fois on a fait camping privé, on a trouvé un camping privé où il y avait des super douches, mais aussi un super lavomatique, et des fois ces lavomatiques prennent même la carte bleue parce que il faut savoir aux États-Unis que c'est des quarters, donc 25 centimes, et souvent c'était 2 $, 3 $, non ou 2,50 2,50 pour faire une lessive, et contre, pareil pour le sèche-linge avec et vous devez faire le sèche-linge hein, par contre, parce que vous pouvez pas étendre votre machine, ça par contre c'est très difficile. Donc en fait souvent vous avez besoin donc de 5 $, sauf en quarter. Donc ça a été le cas quand on l'a fait, tu sais, à Bryce Canyon. On a fait une lessive à Bryce. C'était la première qu'on a fait, je crois. Et il faut compter à peu près 1h30, 2 heures. Ouais, c'est ça, 1h30 avec donc à peu près 45 minutes de lavage et c'est assez efficace. À peu près pareil en séchage ou un peu plus. Donc en fait ça nous a un peu bloqué, et c'est pour ça qu'après on s'est dit tant qu'à faire, on va essayer de trouver un camping la prochaine fois où on a les deux, et parce que je rappelle que dans l'Utah, ce qu'on vous disait, c'était niveau sécurité, c'était nickel. Donc en fait vous pouviez dans le camping, vu que c'est quand même un peu fermé, vous pouvez genre lancer votre machine, aller bouffer, revenir, et en fait il n'y avait pas du tout de perte de temps. Donc en fait donc la première on l'a fait comme ça à Bryce, en attendant c'était un peu relou. Bon, on a fait les courses, on a fait les courses, oui, moi j'ai travaillé, toi t'as fait une petite sieste, enfin bon voilà, et parce qu'il y avait le wifi dans le lavomatique. Après ça permet aussi de rencontrer des gens, de papoter, Mathieu il a fait de la monnaie avec des gens qui ça faisait 1 mois, 2 mois qu'ils étaient dans un van avec leur bébé, avec un bébé de quelques mois, il venait du Canada et ils voyageaient comme ça, et c'était cool quoi. Ouais. Et pareil dans les lavomatiques, après c'était que la carte bleue, et c'était nickel, et on l'a fait donc 3 fois en tout sur 3 semaines. On a fait 3 fois. Oui, puisqu'on l'a fait quelques jours avant de repartir, et tant mieux, puis ça nous a évité la grosse lessive en rentrant. Et franchement, c'est la solution. Ça sert à rien d'emporter 50 000 fringues. Oui, non, oui.
Et surtout, c'était très bien fait. C'est pas si cher que ça. Et il vaut mieux payer la lessive que payer du supplément bagage. Tout à fait. Voilà, donc vous savez tout côté hygiène, linge sale. Et clairement, je répète, je suis quelqu'un qui est hyper relou sur l'hygiène, tout ça. À aucun moment, je me suis trouvée... voilà, il n'y a aucun jour où on n'a pas pu se doucher. Il n'y a aucun jour où je me suis dit non, là, c'est pas possible, on Alors est que tu crade. avais un peu cette appréhension. Alors que j'avais vraiment cette appréhension. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis super bien renseignée sur les douches solaires et tout le tralala. Et que j'étais très stressée de faire chauffer la douche parce que moi, j'ai pas envie de me doucher. Ah oui, ça c'était chiant. Hein. Ouais, la douche. Voilà, la douche au soleil. On a une question concernant les vélos. Comment est-ce qu'on a géré le transport des vélos pendant le road trip ? Donc, est-ce qu'ils étaient accrochés à l'arrière du van ou à l'intérieur ? Et comment est-ce qu'on a fait pendant la nuit ? Donc, nous, c'est vrai qu'on avait un van qui n'avait pas de porte-vélo. Mais vous pouviez demander au loueur. C'est voilà. des options. C'est des options. Nous, on n'avait pas fait ce choix-là parce que c'est vrai que nous, nos vélos, c'est quand même un peu... c'est un peu le truc précieux. On essaye d'y prendre soin et clairement, on n'a pas envie de prendre de risques de se les faire voler ou quoi que ce soit. Donc, et puis, on avait pris un van qui était assez grand pour les mettre à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on avait nos housses de vélo et nos vélos, donc qui étaient rangés juste derrière entre eux, en fait, le siège conducteur et les sièges passagers. Et donc, ils voyageaient comme ça pendant qu'on prenait la route et quand on dormait, ils étaient également à cet endroit-là. Il faut savoir que on a été quand même assez agréablement surpris. Dans l'Utah, c'est hyper safe, c'est tellement safe que dans les campings ou même dans les campings, lors des campings sauvages, on a vu plusieurs campeurs, van, qui laissaient tout simplement leur vélo à côté du van, sans les attacher, ou juste derrière le van, voilà, tellement c'est safe. Pour la petite anecdote, on était à Saint-Georges, donc aux encablures de Saint-Georges dans un camping au début de notre séjour lors du week-end de l'Ironman des championnats du monde de 73 et on a même vu des vélos de triathlon donc qui étaient là pour l'Ironman qui étaient tout simplement posés dans les pick-up à l'arrière des vannes et donc de façon totalement on va dire totalement safe et pour nous presque inconsciente. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là-bas, ça ne craint pas du tout. Non, alors nous, on l'a pas fait parce que on voulait pas prendre le risque. Mais très clairement, je sais que dans le camping à Moab, on aurait pu laisser les vélos à côté la nuit. Il faut juste quand même préciser, on est en Utah, Colorado. On fait pas ça partout. Néanmoins, aparté, nous, on a ce stress-là d'Européens et de Français. Parce que le vol est quand même très courant chez nous. Nous, on vous l'avez déjà dit, on s'est fait voler deux de nos bikes pendant le confinement dans notre petit abri de jardin en pleine nuit. Aux États-Unis, il faut savoir que le vol est quand même est hyper mal vu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi safe. C'est que il y a très peu de vols en fait. Il est très fortement condamné hein, genre vraiment ouais vraiment c'est pas c'est vraiment pas des blagues là-bas et c'est pourquoi c'est ultra safe de laisser les vélos. Petite anecdote, moi quand j'avais vécu la première fois aux États-Unis, j'avais perdu mon iPhone en plein milieu d'un parc à New Orleans en Louisiane. On m'a retrouvé, on m'a rappelé, je sais plus comment j'avais fait, mais voilà, quelques heures après, on m'a ramené le téléphone, chose qui m'aurait semblé complètement impossible en France, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite aparté sur le vol. C'est important de vous dire, c'est pas partout. Genre, je sais qu'en Californie, c'est clairement pas la même chose, donc. Mais quand même globalement, il y a beaucoup moins de vols. Soyez juste, gardez, moi je pense qu'il faut toujours dire, même si vous êtes dans un endroit un peu plus safe, gardez quand même toujours ces précautions-là, ces habitudes-là, de faire attention à vos affaires, de cacher vos affaires. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Parce que nous, on s'est fait avoir. Alors justement, ne vous faites pas avoir. Maintenant, nous, on a appris nos leçons. Et soyez vraiment toujours hyper prudents. Plutôt kiffer, profiter du fait qu'effectivement, vous vous sentez plus en sécurité, nanani, nanana. Mais gardez vos habitudes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour mon avis là-dessus. Hein. On a une autre question donc là, par rapport au sommeil. C'est intéressant. Ah oui. Est-ce qu'on a eu une bonne qualité de sommeil ? Est-ce que ça a été suffisant ?
pour pouvoir réattaquer le lendemain, notamment avec nos activités sportives. Alors, il faut savoir que moi, c'était aussi une de mes... Pas une de mes craintes, mais on n'a jamais dormi en van, donc on ne sait pas trop en termes de confort comment c'est. Nous, il faut savoir que c'était quand même très bien aménagé, avec un petit matelas et un lit qui était quand même assez grand. Alors moi, qui fais quand même 1m87, c'était un chouïa limite, on va dire, pour dormir, on va dire, dans mon long... voilà, c'était un petit peu... C'était pile poil. Voilà, c'était pile poil, ou alors il fallait un tout petit peu que je me recroqueville. Mais globalement, on a quand même super bien dormi. À l'exception de cette fameuse nuit où il y avait un peu la tempête, là, il y avait beaucoup de vent qui faisait bouger le van. Globalement, enfin moi en tout cas, j'ai hyper bien dormi et on était très frais pour attaquer le lendemain. Il faut savoir que... C'est un vrai matelas. Oui, c'est un vrai matelas, des vrais draps. Tout à fait. Et il faut savoir que ce qu'on faisait la journée nous fatiguait tellement qu'en général, on se couchait quand même très tôt. De toute façon, aux États-Unis, on va dire que les journées, les habitudes font que on commence tôt et on finit plutôt tôt. Alors même si nous, on poussait un petit peu pour finir relativement tard à la française, manger et puis on se couchait, je crois, sur les coups de 21h, 22h. Et on était crevés et on se couchait, on dormait direct. Donc, oui, ça, il faut faire une petite parenthèse sur quand même la vie camping. Camping, c'est vous dormez, en fait, vous vivez avec le soleil, quoi. C'est que le soleil se couche, souvent vous avez tout terminé. Même des fois, nous, on essaie vraiment de suivre ça. Bon, des fois, c'est vrai qu'on reste... un peu latin dans les horaires, mais par exemple dès qu'on était dans des campings ou même dans des campings sauvages où il y avait d'autres personnes pas très loin, il faut savoir vraiment que à 21h quand il fait nuit noire, c'est fini, tout le monde est dans son van et c'est le silence complet. Nous on était parfois les seuls à faire rester encore dehors, un petit feu pour manger parce que justement on avait fini notre rando au coucher de soleil. Oui. Les Américains avaient déjà fini de manger. C'était au lit, quoi, ils regardaient Netflix. Tisane et voilà, c'était au lit. Et c'est très calme, pour le coup c'est vraiment très calme et il faut respecter ça. La seule fois où peut-être on s'est retrouvé avec à Mexican Hat, des gens qui faisaient de la musique et tout, à 22h, c'était fini, quoi. Oui. Parce que quand je suis ressortie faire pipi, vers 22h, ils avaient coupé la musique, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de respect à ce niveau-là, sur le calme. Et de toute manière, dans les campings où vous devez payer la place, c'est quand même marqué qu'il y a une sorte de couvre-feu où vous ne devez pas faire de bruit entre 22h et 7h du matin. Et franchement, c'est plutôt dès que le soleil est couché, c'est fini, quoi. Parenthèse d'ailleurs, par contre, sur le feu, là, comme vous le savez, on sort quand même d'une période de canicule, de sécheresse, où tous les feux, les barbecues sauvages ont été interdits. Il faut vraiment vous tenir au courant, puisque aux États-Unis, c'est pareil. Et là, on parle quand même de très haut risque de feu, puisque eux aussi, ils ont beaucoup de sécheresse. Donc, par exemple, quand il y a eu les périodes où il y avait énormément de vent, les feux sont totalement interdits. Vous avez vraiment des panneaux un peu partout, vous pouvez pas les rater, où il y a marqué feu interdit, nanani, nanana. Donc, la première semaine, on a pu faire du feu, il y avait pas de soucis, mais dès qu'il y a eu les épisodes en fait où il y avait du vent, c'était totalement interdit. Faut pas jouer au con là-bas, quoi. Non, du tout, surtout que voilà, vous risquez beaucoup et même si c'est super photogénique, d'avoir son petit feu et tout, c'était canon, là où on a dormi, tu te souviens, à la sortie cette fois de Capitol Reef. Tu te souviens, on était au bord d'un canyon, franchement c'était canon, il n'y avait pas de vent, le vent s'était calmé ce jour-là, il y avait les étoiles, enfin voilà, vous avez passé vraiment des super bons moments en mode camping, et ouais, c'est magique, quoi. On avait une question sur, on va dire, l'appréhension de rouler à vélo aux États-Unis, et c'est vrai que nous, c'était aussi une de nos préoccupations avant de partir, parce que États-Unis, qui dit États-Unis dit grande route, dit gros pick-up, gros camion. Nous, c'est vrai que c'était un peu, et notamment pour toi, voilà, pas le stress, mais de se dire comment ça allait se passer là-bas, sachant que même si nous, on y avait vécu on n'a pas fait de vélo. Il y a 10 ans, on roulait pas à l'époque, donc on n'avait pas trop d'expérience à ce niveau-là. En tout cas, pour ma part, j'étais agréablement surpris par justement plutôt le comportement des automobilistes. Alors, c'est lié à la largeur des routes qui font large, que... les routes sont tellement larges que en général vous avez même le bas-côté qui fait quasiment la taille d'une route en Europe, hein. Donc à ce niveau-là on était déjà relativement safe. Moi j'ai trouvé en tout cas les comportements des automobilistes plutôt respectueux et qui faisaient des écarts et
Et même si on a l'impression qu'ils arrivent très vite, c'est plutôt en fait un effet du bitume, du bruit du bitume et des gros pneus en fait, qui font qu'on a l'impression qu'il y a un gros machin qui arrive hyper vite. Et finalement, c'est pas plus vite qu'ailleurs. Non, moi je trouve que c'est même moins vite qu'en Europe. Ouais. C'est vachement moins vite. En fait, ils font beaucoup de bruit parce qu'ils ont des grosses voitures et que le revêtement est un peu différent qu'en France. Il est plus ancien, on va dire. Et en fait, quand ils arrivent, ils vont super doucement. Après, voilà, il faut juste faire une différence. Voilà, les camions, par contre, aux États-Unis, vous avez peur des camions et de l'aspiration des camions en France. Vraiment, faut pas faire du vélo aux États-Unis parce que clairement, c'est pas la même chose l'aspiration des camions quand ils arrivent en face. Vous le sentez, même si vous êtes très très loin. Voilà, il faut bien tenir son vélo. C'est le seul truc que j'ai un souvenir où, bon, mais voilà. on a pris des routes qui finalement étaient assez peu passantes et le choix d'avoir pris des vélos gravel, justement, c'était pour éviter de trop rouler sur des axes passants. Et surtout que oui, il y a très peu de routes au final. Et d'ailleurs, aux États-Unis, je pense que vous allez croiser beaucoup plus de personnes qui font du VTT et du gravel que des personnes qui font du vélo de route là où on était, parce que effectivement en Californie, dans d'autres états où on va dire, maillage routier est plus dense, mais clairement si vous partez dans des trucs un peu reculés, prenez le gravel ou prenez le VTT parce que vous aurez beaucoup plus de choix de parcours et vous vous sentirez un peu plus safe parce que vous partagerez pas des toutes petites routes relatives, il y a toujours des bas-côtés super bien installés. Et d'ailleurs, vous pouvez être très surpris puisqu'il y a beaucoup de pistes cyclables. On a été assez surpris. Mais genre, c'est des autoroutes tellement elles sont belles, ces pistes cyclables. Ouais, on en a eu des très belles à Saint-Georges. Ouais. Elles étaient vraiment belles. Et à Moab aussi. Ouais, totalement. On a une question sur la partie plus camping et réservation des emplacements. On en a un petit peu parlé, mais on nous demande si on réservait tout à l'avance ou si on a fait des choix un peu plus, on va dire, à l'arrache, en se disant on va découvrir, on va voir s'il y a des spots. Oui, clairement. Alors, on a essayé en fait au maximum de réserver, soit de quand on savait vérifier où est-ce qu'on pouvait dormir, mais c'est pas toujours le cas. Bah non, en fait, clairement, moi, ce que je faisais, c'est que souvent, on se posait et on essayait de faire un programme à 3 jours. Dès qu'on avait Internet, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire dans les 3 jours qui suivent ? Et dans ces cas-là, on essayait de réserver le parc, réserver si on voulait faire un camping. Sauf si je dis, non, là, pour le coup, il y a plein de campings sauvages, ça sert à rien de réserver. Là, écoute, vu qu'on est à côté de la ville, c'est important qu'on prenne un camping privé pour pouvoir faire la lessive, parce que là, il faut faire la lessive, nanani. Et en fait, on essayait d'avoir une vision sur 3 jours à peu près. Mais de toute manière, le road trip, on avait une vision de où est-ce qu'on allait aller et dans quel sens on allait aller. C'est juste qu'on n'avait pas des jours fixes pour faire ces choses-là. Voilà, on savait à peu près quelle randonnée je voulais absolument faire dans tel parc. On savait quel parc on allait faire après quel parc. On avait les zones définies, mais c'est vrai que parfois, on a tout changé. On a un peu navigué. Je me rappelle quand on est retourné sur Moab. On s'est dit on va rester 2 jours de plus parce que par exemple la météo, tu vois, quand il y a eu cette histoire de vent, on s'est dit ça sert à rien d'aller là parce que là-bas il y a plus de vent que là où on est, donc il vaut mieux rester un jour de plus ici. Et voilà, en fait c'est comme ça qu'on a fait notre truc aussi en fonction de la météo, en fonction aussi des dispos, quand on se dit non, ça sert à rien d'aller à Arches parce que le samedi ça sera blindé, il faut qu'on y aille le vendredi, donc voilà, on a essayé de s'adapter. Après globalement on était quand même à une période pas creuse mais pas haute non plus, et on pouvait facilement trouver des campings, et souvent on appelait le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Mais par contre, souvent, on avait la dernière place ou l'avant-dernière place. Tu te souviens, pour Moab, c'était un peu comme ça. Par contre, pour les campings sauvages, on avait les zones qui étaient mappées sur les apps, et le coup, on a quand même toujours trouvé, même les fois où on arrivait un peu tard sur les spots. Ça allait, je pense à, tu sais, la petite montagne qui est au-dessus de Moab, là, au-dessus du lac, où on a trouvé un petit spot, c'était trop cool. Ouais, mais c'est le spot qui était dégueulasse. Oui, mais bon, il était trop bien. C'était un spot qui était très sympa. Et là, pour le coup, on l'a trouvé un peu, entre guillemets, oui, à la base, l'arrache, c'était pas celui-là auquel je voulais, mais en fait, en suivant la piste, on est tombé dessus. Et en fait, comment trouver un campsite, c'est utiliser l'application, mais pareil, je vous dis, allez sur mon blog, je vous ai mis toute une liste de ces applications-là, et respectez les spots. Tout à fait. Question, là c'est un peu plus ouvert, on nous demande si on peut raconter les galères qu'on a eues ou les choses inattendues pendant le road trip. Je sais pas si toi tu penses à quelque chose. Moi c'était toujours juste le stress de bien trouver un campsite. Quoi ? Oui, moi c'était l'accès à l'eau. J'avais toujours peur de l'accès à l'eau parce qu'on est quand même dans du désert. Et des fois je me dis s'il y a pas d'eau là, si on peut pas remplir, mais ça c'était
C'est parce que c'est moi qui aime C'est bien ton être petit propre stress, et tout, voilà. et voilà. Mais après, c'était... Moi, le truc inattendu, si, c'était quand même où on a failli se faire surprendre, du coup, c'était la Reza loterie pour Arches National Park. Ouais, ça, on savait Où pas. ça, on savait pas. Alors, on le savait pour Zion, qui était le premier quand on est arrivé, et ça, on l'avait. Ça, on le On le savait. savait, et on savait que si anticipait. on n'avait pas la voir, on restait un jour de plus dans le coin et on l'aurait tenté le lendemain. Mais c'est vrai que Arches, on s'est retrouvé en mode oh putain, il faut vite qu'on fasse le truc, on va se faire avoir. On n'avait pas de réseau, il fallait Ouais. réserver. Et en plus, je te dis, mais arrête-toi, il me faut du réseau pour réserver, nanani, nanana. Et au final, en fait, ce qu'on a fait, vu qu'on était une période encore pas la haute saison, en fait, vous devez réserver si vous accédez au parc entre l'ouverture, donc à 6h du mat, bref, voilà, jusqu'à 16h. Et à partir de 16h, vous n'avez plus besoin de réservation. Donc nous, en fait, on a fait une visite sans réservation le soir, de 16h au coucher de soleil, et c'était nickel, il y avait quasiment personne, mais c'était une ambiance un peu particulière, hein, la lumière est différente. Et ensuite, on a réservé quand même pour le lendemain matin, et on a eu notre réservation, et franchement, je vous dis, allez-y le matin, parce que tu te souviens, quand on est sorti du parc, la queue... À 10h, c'était infernal. C'était infernal, hein. Et on a fait la randonnée pour aller voir la fameuse arche qui représente le logo de l'Utah. Après, globalement, moi, je réfléchis, mais... Non, les trucs, il y a pas. Après, c'était juste garder le van rangé. C'était pas une galère, mais c'était juste ça. Après, j'avais un peu du stress sur notre van, il est pas 4x4. Et en fait, il faut vraiment bien lire les appréciations sur les accès au campsite. Parce que des fois, vous allez trouver un spot de camping sauvage, sauf que l'accès, waouh, c'est pas possible de passer avec certains vans. Donc, renseignez-vous bien, lisez bien les commentaires, parce que des fois, moi, ça me stressait un peu qu'on se retrouve coincé, quoi. Ouais, Mais ça n'a jamais été le cas, mais... non. Après, les trucs inattendus, c'est La la tempête. fois où, bon, la petite tempête, mais bon, ça, on pouvait s'y préparer. Moi, c'est plutôt le manque de réseau à un moment donné, pendant autant de temps, je sais pas, De jours. plus de 48 heures, où c'est vrai que ça peut quand même... c'est non pas de prévenir ou machin, mais c'est au moins de s'organiser pour... justement voir où est-ce qu'on va après ou trouver un resto. Faites des captures d'écran. Moi, c'est ce que je faisais. Dès que j'avais du réseau, je faisais des captures d'écran, des cartes, de tout pour être sûre de... Et surtout, j'avais téléchargé la carte de l'Utah en offline. Donc, j'avais vraiment un accès très zoomé de tout ce qu'on faisait sans réseau. Et ça, c'est super important de le faire parce que je crois qu'on est tellement habitué à avoir du réseau, mais même juste Edge pour envoyer un texto ou charger un truc, là, c'est niet. C'est vraiment, il y a 0 barre. Même si vous êtes des fois dans un village, il n'y a rien du tout, quoi. Ouais. Mais après, ouais. Moi, la seule peur où j'ai vraiment eu un peu peur, c'est effectivement quand on était dans la tempête, qu'il y avait de la neige et qu'on n'était pas du tout équipé pour ça. Sur le retour. Ouais, pour aller à Denver, parce que dites-vous que en fait, on était en très haute altitude, il y avait de la neige, du verglas, et il faisait nuit. Et en fait, il faisait tellement froid que le pare-brise verglacé. Enfin, je sais pas si vous... Ouais, c'était un peu la panique parce que pour le coup, même si sur ce road trip, on a très peu roulé de nombreuses heures, ce jour-là, c'était le cas puisque on avait repoussé en fait le départ vers Denver tempête, ouais. à cause de la tempête. Il faut savoir que 2 jours avant, il y avait vraiment une très très grosse tempête dans la région de Denver. Ils avaient même, pour la petite anecdote, c'est le moment où ils font les remises, les cérémonies de diplôme dans les universités. On est autour du 20 mai. Hein. Exceptionnellement, je crois que ça faisait plus de 100 ans qu'il n'avait pas neigé aussi tard dans l'année. Ils ont dû repousser les cérémonies. Enfin voilà, un sacré bazar. Vol annulé. Il y avait eu les vols annulés. Donc les vols annulés, c'était 2 jours ou 3 jours avant notre vol à nous, notre vol retour. Donc c'est vrai que là, c'était un petit peu la panique. On a repoussé le trajet vers Denver jusqu'au bout, quoi. Au samedi soir, on repartait le dimanche. Hein, parce qu'en fait, à la base, on devait passer vendredi, samedi et dimanche à Denver, et au final, on a juste fait dimanche matin. Ouais, c'est ça. Parce que c'était pas possible d'y aller avant à cause... y a pas, déjà, d'une part, il n'y a pas d'autre route. Il n'y avait pas d'autre route pour aller à Denver. Et voilà, et on s'attendait pas à prendre autant de neige et... Ouais, c'était un blizzard, neige, quoi. C'était un blizzard. Je me faisais doubler par les camions. Enfin, c'était... il était tard. C'était un peu tendu. On l'a fait, ça. Mais franchement, c'est le seul truc... après, c'est assez rare que ça arrive. Enfin bon, avec le dérèglement climatique, ça va arriver de plus en plus. Mais franchement, c'est la seule frayeur qu'on a eue parce que niveau sécurité... galère, il n'y a rien eu de glauque. Même des fois... Moi, j'ai eu mes 2 crevaisons. C'était le seul truc un peu galère. Après, final, en ride, on n'a eu aucun problème avec les bikes.
Si, moi j'ai eu des Globalement, problèmes de dérailleur. oui, t'as eu un petit peu un moment et on l'a fait régler. Ouais, c'était pas bien réglé d'ailleurs, faut que je le refasse. Mais voilà, sinon on n'a pas eu de galère, hein, je crois pas. Rien en tout cas avec le van, Non, le van, impeccable. non, écoutez, c'était, ouais. Franchement, c'était les galères qu'on a eues. On a eu, je touche du bois, on a eu beaucoup de chance à chaque fois toi d'être dans des boutiques ouvertes ou dans des lieux où il n'y avait pas de soucis, parce que clairement, on aurait pu avoir des soucis ailleurs. Après, ce qui est bien, moi, je trouve, c'est pas du tout des galères, mais je trouve qu'en fait, ça permet de rencontrer plein de monde, en fait. Parce que t'es dans les parcs nationaux à des horaires un peu chelous, parce que t'es dans un camping, tu papotes. Enfin, en fait, voilà, on a rencontré plein de monde, on discutait avec plein de personnes. En fait, tout le monde veut parler, tout le monde veut papoter, tout le monde est curieux. Et c'est le côté chaleureux des Américains, Ouais. même si nous on le savait puisqu'on y avait vécu, on a eu la chance de pouvoir aller plusieurs fois aux États-Unis. Moi ça me marque quand même toujours ce côté. Ils sont quand même hyper accueillants, ils veulent discuter, savoir d'où tu viens. Ce On que a fait tu une super fais. rencontre sur une rando à côté de moi, avec deux, pas mamies, mais De ouf. voilà, deux femmes qui avaient à peu près ouais, une soixantaine d'années, je dirais, ou entre Ouais, 50 et travailler 60, encore. qui étaient là pour un semi-marathon. Et enfin voilà, en l'espace de 20-30 minutes, on a échangé, on les a aidées, elles étaient en galère sur la rando. Et on a échangé, et c'était hyper cool. Ouais, ou même quand on était à Saint-Georges, le couple là qui a fait le Camino de Saint-Jean-de-Compostelle en VTT. Ouais, Non, c'est mais vrai. tu, Ouais, on peut tu- vite faire des voilà. rencontres. Et surtout, tu fais des rencontres avec des gens qui ont les mêmes passions que toi, puisque tu les croises forcément sur les randonnées, sur le gravel. Ouais. Donc ouais, c'est trop intéressant. Donc moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus... d'une part, on est beaucoup plus proche de la nature, on peut vraiment profiter de la beauté des États-Unis, mais aussi vous rencontrer des gens qui sont autant passionnés que vous et qui vous font des recommandations en plus. Voilà, donc pour moi, si c'était à refaire, on le referait sans souci. Et de cette façon-là, Et de ouais. cette façon-là, voilà. Et Après, on se dit qu'il y a encore tellement de choses qu'on n'a pas vues, oui, qu'on malgré n'a tout. pas pu voir, qu'on n'a pas pu faire. On se dit, purée, on aurait pu faire cette rando, on aurait pu faire ce ride, on aurait pu faire ça comme ça, on aurait pu... parce que ce qui est bien, c'est qu'avec le van, on aurait pu prendre une tente, partir 2 jours en gravel et laisser le van. Enfin, donc voilà, c'est vraiment une super moyen de voyage. Après, la question qui n'a pas été posée, mais je pense qu'on aurait pu poser, c'est est-ce qu'on le ferait en Europe? Et moi, tu vois, c'est quelque chose que... Je sais Je pas. pense que oui, il faut qu'on l'expérimente, parce que Tu vois, en France, j'ai l'impression que c'est déjà saturé. Tu vois, par exemple, tu vois, on était à Chamonix et pour l'UTMB, t'avais tous les gens qui étaient en van, mais qui étaient alignés à 50 cm près de l'autre sur les sites où c'est autorisé le camping sauvage. Je pense que ça dépend vraiment, vraiment des pays, de la saison, des périodes, ouais. des périodes, de la sécurité du pays. Parce que par exemple, voilà, en Italie, je sais pas trop si, tu vois, je ferais ça. Je pense, voilà, il faut voir, tu vois, en Norvège, dans les pays un peu plus larges, grands, moins peuplés. Plus vaste, ouais. Ouais, parce que je pense qu'on arrive à un stade en Europe où les mairies sont saturées avec tous les vannes, et surtout, je pense le respect des campsites est beaucoup moins développé. Les gens, ils laissent leur porcherie, leurs papiers. Aux États-Unis, nous, ça nous est arrivé qu'une seule fois d'arriver sur un site référencé sale, mais en Europe, ça devient la règle où les gens ne respectent pas et n'ont pas compris que bah ouais, il fallait sortir ta pelle si tu fais ton petit caca, qu'il fallait l'enterrer, que tu laissais pas ton PQ. Nous, on avait une poubelle spéciale papier toilette si on faisait les... Voilà, donc c'est aux États-Unis, c'est marqué partout, leave no trace, ou même des fois marqué laisse en meilleur état que tu ne l'as trouvé. Donc voilà, et je pense que c'est important de se dire que ouais, on voyage en van, on va dans la nature, mais il faut vraiment la respecter, quoi. Donc et en Europe, j'ai l'impression que c'est un peu moins ancré, il faudra quoi. tester peut-être sur des séjours plus courts, en mode micro-aventure. Ouais, mais pareil, c'est aussi une question de vol, de sécurité, hein, puisque en France aussi, hein, tu te fais casser la voiture, nous ça nous est arrivé, ça nous a servi de leçon. Est-ce que je le ferai ailleurs que... voilà. En tout cas, on espère que ça vous a donné envie de voyager de cette façon-là, Ouais. et d'aller découvrir les grands parcs nationaux de l'Utah. En tout cas, on vous le conseille, parce que c'est incroyable. Voilà, on rappelle, c'est quand même une bonne alternative, et surtout ça permet sur les voyages longs de faire des économies, on va dire d'alléger l'empreinte carbone, puisque oui, c'est clair que partir aux États-Unis, voilà, il y a l'empreinte carbone de l'avion, ensuite tout ça, donc nous, ça nous a permis de concilier un peu ce voyage-là, même si bon, forcément, on a beaucoup, voilà, ça reste un voyage long courrier, mais
on a essayé de le rentabiliser en restant le plus longtemps possible avec les jours de vacances de Mathieu. Donc essayez vraiment de ne pas partir juste une semaine dans l'Utah. Vous n'aurez pas assez d'une semaine sur place pour vraiment en profiter, sachant que nous-mêmes en 3 semaines, il y avait encore beaucoup de choses à voir et à faire. Voilà. En tout cas, on espère que ce podcast vous aura plu. On a le temps pour les coups de cœur, hein, Mathieu. Mais oui. Un coup de cœur, vas-y. Des petits coups de cœur. Moi, j'ai un coup de cœur que je m'étais noté pour cet épisode-là. C'était le podcast qu'on a écouté là, Dans mon bain, de Mathieu Blanchard. Qui a été donc vice-gagnant de l'UTMB, vice-champion. Deuxième de l'UTMB cette année. Et alors, on va dire que moi, je suis pas du tout fan des anciennes personnalités de Koh-Lanta qui se recyclent sur Instagram, mais c'est vrai que la transition pour devenir champion de trail a été... Il faisait du trail avant, oui, je sais. Mais on va dire que Koh-Lanta lui a donné un bon tremplin. Et on va dire que globalement, j'ai du mal avec ces personnalités très... je sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup d'expansion sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai découvert, lui comme sa compagne, des personnes beaucoup plus posées, beaucoup plus sympas sur leur podcast. Et des fois, je dois me dire que c'est pareil, les gens, ils doivent me prendre pour une hystérique sur Instagram. Et puis, ils écoutent le podcast et ils disent elle est différente, sais pas, elle est normale. Mais en tout cas, j'ai adoré ce podcast et j'ai écouté d'autres épisodes et j'ai adoré ce format-là, puisqu'on rentre vraiment dans sa course, mais aussi même dans sa préparation sur les autres épisodes. Et j'ai trouvé ça passionnant, super humain et très naturel. Donc c'est tout à l'opposé de l'image que je m'étais faite des réseaux sociaux, parce que et même là je le suis pas, et je suis pas sa compagne parce que je suis pas fan de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Mais par contre, j'ai adoré leur podcast et j'ai adoré leur personnalité sur ce podcast-là. Et je trouve c'était une très belle découverte. C'était une très très belle découverte, c'était très émouvant en plus. Donc écoutez, paradoxalement, voilà, moi aussi ça m'arrive d'avoir des préjugés sur d'autres influenceurs, et le podcast a su changer ça. Et franchement, si vous avez envie d'une immersion à 100% sur son UTMB, écoutez le dernier épisode de la série, donc c'est Dans mon bain. Oui, écoutez même tous les épisodes, il y en a plus d'une vingtaine que je vous conseille, voilà. Exactement. Et moi, j'ai un petit coup de cœur qui est en lien, on va dire, un petit peu en lien avec le road trip. En fait, un de mes mécanos, le mécano principal de... Mathieu a un mécano privé. Non, mais un des mécanos principaux de Toulouse Bikes, qui s'appelle Bastien, qui est parti, donc lui qui est un grand spécialiste de gravel, qui fait beaucoup de voyages à vélo et surtout en gravel, qui lui, en fait, est parti... il est arrivé, je crois, juste au moment où nous, on rentrait de notre road trip. Il est parti donc faire la Great Divide. Donc, il y a un voyage à vélo qui part de Alberta au Canada et qui va, si je dis pas de bêtises, quasiment jusqu'au Nouveau-Mexique. Donc, c'est un truc qu'ils ont fait sur 2 mois. C'est hyper long. Donc il a fait ça avec sa compagne, et donc sur Instagram ils ont un compte qui s'appelle Sans pluie pas de fleurs, et sinon son compte à lui c'est Black Tripper. Et donc voilà, je vous invite à aller voir, parce que voilà, nous on parle de notre petite aventure, de nos aventures sur 20 jours en van et en gravel. Là je peux vous assurer que c'est une autre paire de manches en termes d'aventure. Puisque eux ils ont tout fait en self-supported avec leur gravel. Et donc self-supported, c'est-à-dire qu'ils avaient tout sur leur vélo. Tout sur leur vélo, les tentes et compagnie. Pas d'assistance ni de van. Pas d'assistance. Voilà, en termes de planification, c'était, je pense, encore plus au jour le jour. Et ils ont en plus fait face à une météo capricieuse et beaucoup de neige en début de trip qui leur a fait faire pas mal de détours et pour le coup leur a fait vivre pas mal de galères. Mais voilà, si en tout cas vous voulez voir un petit peu plus ce que c'est la vraie aventure, la dure aventure en vélo et en gravel, je vous invite à aller voir donc le compte Sans pluie pas de fleurs. Voilà. Voilà. D'ailleurs, un jour, on se lancera certainement. On a déjà fait un voyage à 100% vélo, mais peut-être qu'on fera aussi un jour une aventure gravel. Sûrement. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est juste que c'est plus une gymnastique par rapport à Pipa, puisque Pipa était chez nos beaux-parents et chez son oncle, on va dire. Voilà. Donc c'est aussi faire garder Pipa. C'est un peu plus compliqué.
de ce côté-là. Mais un jour, on verra. Voilà, on espère que ce podcast vous a plu. On vous annonce déjà le prochain épisode qui sera sur justement nos débuts à vélo. Parce que n'hésitez pas d'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'on va l'enregistrer, mais voilà, ça sera sur nos débuts à vélo, comment on s'est lancé, comment on en est arrivé là. J'espère que ça va vous plaire, qui sera peut-être un peu moins long que celui-ci. En tout cas, on vous souhaite, on sera plus efficace. C'est juste le temps de nous remettre dans le bain, dans notre bain à nous. Voilà, on vous fait plein de petites bises, au plaisir de vous croiser sur les prochains événements. N'hésitez pas à toujours venir nous dire coucou. Oula. À venir nous dire... Lapsus. Oui, j'ai faim là. Venir nous dire coucou sur ces courses-là, nous faire un petit bisou ou une petite léchouille à Pipa. Enfin, Pipa vous fera une léchouille, s'il vous plaît, ne léchez pas notre chienne. Et écoutez, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Bisous. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter. Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité. Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et rendez-vous le mois prochain.